Je vais vous présenter ce soir l'arboriculture en permaculture, donc pas forcément la permaculture comme ça a été annoncé. Donc c'est une façon différente de pratiquer ce que vous pratiquez dans les syndicats d'arboriculture, puisqu'en fait en permaculture on aborde les choses totalement différemment. Alors d'abord une petite introduction en qu'est-ce que la permaculture, très rapidement. La permaculture, c'est la gestion, on va dire, de l'action humaine de façon pérenne. Et on va dire sans créer de problème, parce que très souvent, on essaye toujours de glisser des intermédiaires, des produits finis, des solutions miracles, et en fait on se rend compte que ça produit autant, voire plus de problèmes que ça est censé en résoudre. L'exemple qu'on a bien cité, c'est l'énergie nucléaire, c'est sympa, si ce n'est que pendant 100 000 ans, on va avoir des frais de traitement des déchets, et ainsi de suite, quoi. Ça, personne n'en parle jamais, quoi. Donc on essaye en permaculture d'avoir des systèmes qui se gèrent tout seuls. Donc dans la plupart du temps, vous produisez vos outils, vous produisez, on va dire, les semences de départ, c'est au second degré. Vous produisez jamais de déchets, parce que le mot déchet, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à rentrer dans le système. Donc il faut que les sous-produits, il faut que vous puissiez les composter, les manger ou les donner à manger à un organisme. Sinon, on ne fait pas. Donc la permaculture, c'est la gestion générale de, on va dire, de l'action humaine. Ça touche l'habitat, les déplacements, la transformation des produits, évidemment aussi l'agriculture. L'agriculture, c'est le champ d'application, on va dire, privilégié de la permaculture, mais ce n'est pas que ça. Dans notre cas, ce soir, on va aborder pas seulement la taille, mais plutôt l'usage de l'arbre qu'on en fait. C'est en comprenant l'usage de l'arbre qu'on comprend pourquoi on taille de manière particulière. Les anciens n'apprendront absolument rien, ils peuvent déjà sortir s'ils veulent, parce que c'est des choses qu'on pratiquait autrefois. Couramment, on va dire, c'est plutôt les jeunes ou les urbains qui vont ouvrir grand leurs yeux pour des choses qui sont, à notre sens, très intéressantes, très performantes, mais pas nouvelles du tout. Donc ça, c'était l'introduction. Le sommaire se passera de la manière suivante. Premièrement, on abordera la question de la culture sur propres racines. Ensuite, on verra le cas de la taille d'été ou la taille de fructification. Ensuite, la taille paysanne, ce qu'on appelle l'émondage. Et ceux de la plaine le connaissent un peu mieux que ceux du Piémont ou du relief. Ensuite, on verra le cas particulier de la vigne, la taille de la vigne. Et après, comment gérer un patrimoine. Gérer un patrimoine, c'est-à-dire quand vous héritez d'une situation qui n'est pas forcément idéale, qu'en faire. Voilà, je commence. Est-ce qu'on peut peut-être éteindre la lumière? Un peu, en partie, pas du tout. Michel dit non. On n'éteint pas la lumière. Juste, la première, c'est bon? Est-ce que c'est à peu près visible? Ouais, c'est bon. Voilà. Introduction, pourquoi une conduite spécifique des grands végétaux? D'abord, augmenter la résilience du végétal au lieu de l'affaiblir. La taille, c'est un stress, ça. Tout le monde, qu'on se taille un bout de doigt ou qu'on taille une branche, un arbre, c'est pas forcément un acte heureux quand on se place du point de vue de la victime. Et donc, dans tous les cas, l'action de tailler est un choc. Mais quand on multiplie la chose, par exemple quand on taille chaque année, quand on taille énormément de branches, voire comme dans la vigne quand on déchiquette la plante, puisqu'en fait il ne taille plus du tout, tout est lacéré, les branches sont lacérées, on trouve des cicatrices de 30-40 cm sur chaque branche, c'est autant de plaies ouvertes. Donc il s'accompagne de déclenchement de réactions immunitaires et de foyers infectieux aussi. Bon, c'est un équilibre qui se trouve, mais c'est quelque chose qu'on n'envisage pas, nous. Donc on se pose la question déjà du végétal. On va pas se priver de prendre ce qu'on faisait dans le passé. Dans le passé, il n'y avait pas de camion, on ne faisait pas revenir les plantes de très loin et on essayait de faire des plantes, de produire un système productif qui dure 1, 2, 3, 4 ou plus de générations. On rappelle qu'une vigne, ça vit 600 à 800 ans. Donc c'est bien au-delà de durée d'exploitation d'une vigne normale. Or, actuellement, on a, au bout de 5 à 7 ans, on a déjà des problèmes de dégénérescence. Pas partout, pas tout le temps, mais ça apparaît, dû à la perte génétique et au système de production même. Donc on s'en fiche complètement de savoir si c'est durable ou pas. En permaculture, on sait que ça durait très longtemps, donc on va prendre ces techniques qui font durer la plante,
qui n'implique absolument aucun traitement, ni aucun suivi, ni aucun entretien. Donc premier objectif, la résilience du végétal. Donc ça vous empêche, ça vous évite d'aller à la coopérative agricole tout le temps, avoir un abonnement, un compte même là-bas, hein, dans le pire des cas, et tout le temps aller faire des allers-retours, quoi. Et puis la plante est là bien avant vous et sera encore là bien après vous pour nourrir les générations suivantes. J'ai bien dit la plante, pas le champ, quoi. C'est l'objectif. Donc on regarde dans quelle situation idéale ça se produit. En général, c'est des situations passées, quoi. Voilà. Minimiser la fréquence des interventions, ça c'est pour une question de, on va dire, de philosophie. Moi je côtoie beaucoup de mes clients sont paysans, d'autres vignerons. Et quand on leur demande ce qu'ils font, en général ils sortent. Ils me disent je suis allé traiter, je suis allé tailler, je suis allé je sais pas quoi. Et en fait ils sortent pour sortir, quoi, hein. C'est le métier de viticulteurs ou de paysans, au moins ceux que je côtoie, vous allez dire dans la salle vous êtes différents, hein, mais ils sont beaucoup plus proches du métier de pilote de Formule 1, c'est-à-dire ils essayent d'aligner le plus de kilomètres possible dans la journée pour le plaisir de rouler. Et de rouler en tracteur et avec tous les cancans qui suivent, c'est-à-dire si vous n'êtes pas sorti aujourd'hui ou ce mois, ben les voisins vous font la remarque, tiens ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans la vigne, ou tiens ça fait longtemps qu'on ne te voit plus dans les champs, il y a des mauvaises herbes en bordure, hein. Et donc l'acte de rouler, de traiter, de sortir et de circuler, on va dire, avec son tracteur, c'est une finalité même. En permaculture déjà on n'a pas de tracteur. Hein, ceux qui sont mécanisés ont des quads, parce que bon, on ne trimballe rien, à part la récolte, et surtout on ne compacte rien. Donc le tracteur, bon c'est bien, hein, moi si j'en m'en donnais un je le garderais parce que j'aime bien ça, quoi. Mais je m'en servirai pas forcément dans les champs, ça sert à rien. Voilà, donc là c'est déjà une philosophie tout à fait différente, hein. On préfère bouquiner ou dormir ou faire autre chose, se balader avec un chien ou je sais pas quoi, un cheval, plutôt que d'aller traiter, travailler, tirer, ramasser du bois à couper ou ce genre de choses, quoi. Le travail, l'intervention n'est pas une fin en soi. Donc quand on peut ne pas en faire pendant 10 ans ou 20 ans, on n'en fait pas. Hein, je ne parle pas des gens qui traitent 20 ou 40 fois par année, quoi. Là, je parle de quelqu'un qui a autre chose à foutre que de travailler pour rien, quoi. Donc, deuxième objectif, ne rien faire. Troisième objectif, simplifier la technique pour favoriser l'accès au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous êtes ici très bien placé pour savoir que n'importe qui ne peut pas tailler des arbres en conventionnel. C'est une technique compliquée, c'est une technique qui ne s'apprend pas en une fois. Nous, on avait pendant longtemps des arbres qu'on faisait tailler et on a fait venir plein de gens et chaque fois c'était de pire en pire jusqu'à ce qu'on trouve des bonnes personnes avec lesquelles les arbres avaient vraiment de la gueule. Et chaque fois ils nous disaient, vous voyez votre arbre maintenant, je sais qui l'a taillé, il n'avait aucune gueule, c'était horrible, quoi, parce que ça ne se rattrape pas, hein, quand il a été saccagé un arbre. Et donc c'est très long et c'est pas n'importe qui peut tailler bien un arbre en conventionnel, quoi. Donc là on s'est posé la question différemment et on a fait, c'est pour ça qu'on parle souvent de taille paysanne. Paysan, je ne vais pas dire qu'il n'a pas les moyens, mais vraiment il a autre chose à foutre que de tailler tout le temps ses arbres. Donc s'il taille ses arbres une fois tous les 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ça lui va, quoi. Il les taille un petit peu, il ne faut pas utiliser de qualificatifs péjoratifs, mais il les taille, on va dire il ne se prend pas la tête, quoi. Il prend une scie, tac, c'est coupé, tout est par terre 10 minutes après, c'est bon, quoi, hein. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien, quoi. Bon, et donc c'est un peu cette technique, cet esprit qu'on a repris, c'est une taille qui ne nécessite pas de savoir. Vous allez vous tailler et puis c'est tout, hein. On ne peut pas se rater, quoi. C'est ça ce qu'il faut retenir. Alors que la taille conventionnelle en arboriculture, c'est une taille pas savante. Mais moi, je m'occupe de pas mal de jardins, j'interdis aux gens d'y toucher. J'ai dit, si vous touchez aux arbres, faites venir un spécialiste. Et j'en connais quelques-uns qui sont bons, les autres, ils ne touchent pas, quoi. Et on sait tous tailler un rosier, plus ou moins, c'est pas très grave si ça se récupère, mais un bel arbre bien charpenté, on ne le laisse pas esquinter, quoi. Donc là, on prend le point de vue inverse, on cherche une technique que tout le monde peut appliquer sans se tromper. Voilà. La culture, donc premier chapitre, la culture sur propres racines. Donc on commence déjà par la production du végétal à la base. Définition, qu'est-ce qu'une culture sur propre racine? Il y en a deux au moins. La première, c'est un arbre ou un végétal qui possède encore sa racine pivotante, quand il en a une pivotante, quoi. Parce que le reste, bon, une racine fasciculée ou traçante, c'est un peu moins délicat. Mais en général, c'est surtout critique pour les arbres qui ont des racines pivotantes. Ça ne donne pas du tout la même chose s'ils en ont une ou s'ils n'en ont pas. Deuxième définition, c'est un arbre qui a racine pivotante coupée, mais dont on a permis le développement de racines secondaires.
Je rappelle que sur, par exemple, une espèce qui a été greffée, si la greffe, lui, ne peut plus faire sa racine secondaire et que sa racine pivotante et la racine de porte-greffe, lui, n'a pas de pivotante, ça donne pas une racine pivotante, quoi. Ça n'a pas du tout le même ancrage. Voilà. Propriété. Pourquoi donc faire une culture sur propre racine? En l'absence de porte-greffe, permettre un recépage tous les 5 à 7 ans. C'est facile si vous avez une demi-tige ou une haute tige ou un pied greffé. Si vous coupez au ras du sol plus ou moins bien, vous risquez d'avoir des émergences je ne sais plus comment on appelle ça, des sauvageons, là, des drageons de partout, quoi. Donc quand on laisse une plante se développer sur sa propre racine, quand vous la coupez, elle aura toujours un développement multicôle, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une tige qui va ressortir, mais c'est plein de tiges qui vont sortir, mais ce sera toujours un végétal qui aura la même propriété. Si vous avez une greffe, la plupart du temps, c'est le porte-greffe qui repart et pas la greffe. La greffe, si vous ne l'avez pas coupée, c'est de la chance. Si vous l'avez coupée, ça choque tellement la plante que c'est le porte-greffe qui va repartir. Donc, quand on n'a pas cette cohabitation greffe-porte-greffe, ça part bien. Deuxième propriété, en l'absence d'intolérance entre porte-greffe et greffe, permettre une meilleure santé des végétaux. Tout le monde sait, hein, c'est pas que pour l'humain, quand on fait une greffe, on a un problème de compatibilité. Avec les végétaux, c'est moindre, on sait mieux les gérer, on n'est pas obligé de filer des médicaments tous les jours ou tous les ans comme sur un humain, mais on a quand même des problèmes d'incompatibilité. Et là, on a de bien meilleurs résultats. Quand on taille ces végétaux comme on le fait à la taille paysanne, on double la durée de vie d'un végétal. Donc quand vous avez des fruitiers ou des arbres à coque ou autres qui ont des durées de vie de 200 ou de 500 ans, ils se retrouvent avec des durées de vie de 500 à 1000 ans. C'est quelque chose qu'on sait caractériser. En fait, c'est simplement le décalage de la production hormonale qui fait qu'il reste toujours dans son cycle de jeunesse pendant très longtemps. Et à un moment, il s'épuise, il va quand même finir par mourir. Alors que la taille inverse, vous le savez, diminue la durée de vie. Pour plein de raisons. Le premier, c'est problème de gestion interne, compatibilité greffe, porte-greffe. La deuxième, c'est parce qu'on le taille tout le temps, donc en fait, il a un stress et tôt ou tard, il succombe aux attaques des agents pathogènes extérieurs. Et là où il y en a aussi, mais il le gère différemment. Toujours est-il qu'on le sait, un végétal voit sa durée de vie avec ses tailles sauvages, hein, ce que j'appelle une taille sauvage, taille paysanne, il voit sa durée de vie doublée. Bon, c'est peut-être pas votre problème d'avoir des végétaux de 1000 ans, quoi. Mais c'est quand même en situation difficile, c'est-à-dire de contamination bactérienne ou de maladie ou de virus. Vous savez que c'est des plantes qui sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus résistantes. Voilà. Et idem, ça c'est pour la plante, idem pour le fruit. Le fruit se garde beaucoup mieux. Il n'a pas du tout la même composition. En général, il est mieux pollinisé indépendamment de l'action des pollinisateurs. Et il a une autre composition. Les fruits sont un petit peu plus petits, et il y en a un petit peu plus, ils ont un autre goût. Les variétés franches sont pas tout à fait pareilles, quoi. Voilà, et se gardent mieux. Ensuite, conserver la puissance de pénétration de la racine pivot. Les arbres à racines pivotantes ont nettement moins de racines donc latérales qui partent et sont faits pour avoir un ancrage, on va dire, axial, vertical. Quand vous coupez le pivot, ça ne donne pas la même chose. Si une fois il y a des tempêtes, boum, il tombe par terre. Alors que si vous gardez le pivot, il a une puissance d'ancrage et il résistera beaucoup mieux. Donc ça, c'est quelque chose de s'en priver. Accessoirement, la racine pivot, et donc les arbres à racine pivot sont des arbres qui vont chercher leur alimentation verticalement. Donc ce n'est pas dans l'horizon humifère, la couche supérieure du sol. Ce sont des arbres qui sont faits pour pénétrer jusqu'à 50, je crois le chêne c'est 150 mètres de profondeur, hein, il me semble. Donc ce sont des arbres qui sont capables de remonter les nutriments très très profondément. Et nous, en permaculture, on n'a jamais, on va dire, notre focale rivée sur un élément. Par exemple, mon arbre, on contextualise toujours l'ensemble. C'est-à-dire que l'arbre doit remonter les nutriments pour son environnement. On dit chaque action, chaque plante doit avoir de nombreuses raisons d'exister. On ne fait pas une chose. Comme en culture traditionnelle, on traite, on laboure, ce genre de choses. Non, nous on va chercher une plante qui va vous montrer les nutriments du sol de 50 mètres par an de profondeur. Elle va vous assurer un bon couvert végétal, elle va vous apporter de l'humus, elle va vous faire fuir les nématodes. Si possible, 4-5 fonctions. C'est jamais une seule fonction. Donc pour nous, il est tout à fait logique et tout à fait de se passer d'engrais, de traitement. C'est une chose, on ne traite jamais en permaculture, jamais.
Et donc c'est la cohabitation, l'accompagnonnage des plantes qui doit assurer cet équilibre et cette production de relations intéressantes, quoi. Et donc il est tout à fait fondamental de considérer ces espèces particulières que sont les espèces à racines pivotantes. On doit les connaître, on doit savoir jusqu'où elles peuvent chercher nutriments et donc connaître aussi le sol pour gérer ça. Donc ça c'est très important. Et quand on n'a pas d'arbres, on met des plantes qui vont pas aussi profondes que les arbres, parce que les arbres, ce sont quand même eux qui génèrent la fertilité, grâce vous le savez, je pense mieux que moi, puisque vous êtes spécialiste des arbres, ce sont les arbres qui créent le sol en association avec les microbes, avec les bactéries. Les bactéries décomposent la roche-mère, comme j'ai dit, jusqu'à 150 mètres de profondeur, en milieu anaérobie et en l'absence de lumière. Les arbres, avec les mycorhizes, remontent tous les nutriments. Et c'est après leur décès et après avoir remonté toute cette matière qu'il existe un sol fertile. Sans les arbres et sans ces champignons qui décomposent la roche, donc le granit, le grès, toutes les roches basaltiques qu'on a, il n'existerait pas de sol fertile. Donc il faut vraiment considérer, on va dire, les arbres à racines pivotantes pratiquement comme les créateurs de notre univers et pas faire comme si ça n'existait pas. On peut s'en passer puisqu'on a un sol très riche, très épais, relativement ancien, mais dans les régions où ils n'ont pas de sol du tout, ou des sols extrêmement jeunes ou vieux qui ont été à tel point épuisés, qui sont infertiles, on ne travaille que ça. On ne met que des arbres à racines pivotantes et on fait attention à eux. Et c'est ça ce qu'on cultive, la racine de l'arbre. Si la racine de l'arbre fait son travail et dans des conditions favorables, vous pouvez développer l'agriculture, donc la présence de l'homme, et pas l'inverse. Voilà. Donc pour nous, c'est une chose importante. On commence par la vie du sol et la racine. C'est pour ça que transplanter un arbre ou lui couper sa racine, ce n'est pas un acte anodin. Vous avez beaucoup de chances d'avoir un échec ou une dégradation du sol ou de l'équilibre. Ensuite, reproduire, ça c'est le dernier point, reproduire des variétés se bouturant difficilement. Quand vous avez des variétés qui ne se bouturent pas, vous les faites partir sur propres racines et après, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est le seul moyen qu'on a de les reproduire, quoi. Voilà. Le moyen de cultiver les végétaux, les grands végétaux sur propres racines, évidemment le semis direct, vous semez, c'est ce qu'on voit dans la littérature de permaculture. Les gens disent souvent je vais semer comme ça, c'est l'acte parfait, la graine là où elle tombe, c'est la situation idéale, les autres ne germeront pas, c'est idéal, mais chez moi ça marche peu, voire pas du tout, avec beaucoup de graines. Donc ça c'est, on va dire, la théorie. La pratique, on aide la germination, on compte ces graines. Quand ça a bien germé dans les conditions idéales, on voit déjà que ça a germé au lieu d'attendre des graines qui ont été emmenées par les insectes, les animaux ou les oiseaux. Donc là on voit que c'est parti. Dès que ça a germé, on va la mettre en terre. Troisième possibilité, l'affranchissement. Là aussi je pense que vous connaissez ça bien. C'est surtout connu comme chose à ne pas faire. On vous apprend toujours dans les sociétés d'arboriculture de ne jamais enterrer le point de greffe. Nous on l'enterre. Dans certains cas, on l'enterre et assez profondément. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la greffe va se mettre à raciner latéralement et le porte-greffe qui lui a assuré la bonne prise, il va dépérir complètement avec le temps, il va disparaître. On n'aura certes plus de végétal à racines pivotantes, mais on aura dans tous les cas un arbre à racines propres. Donc c'est déjà autre chose. Voilà, pour permettre le développement de racines secondaires. Voilà, donc c'est les trois méthodes essentielles pour faire partir un végétal sur propre racine. Inconvénient, les végétaux sur propre racine ont une fructification beaucoup plus tardive. Si on prend l'exemple de nos manguiers, en fait ce n'est pas les manguiers, c'est des aziminiers, que vous connaissez certainement, mais nous pour les Alsaciens je dis manguier, c'est bon, ça suffit. Ils fructifient la deuxième année, alors que sur racine propre il faut attendre 10, 12 ans, 14 ans. C'est pas la même chose. Il y a d'autres végétaux comme ça qui se mettent à l'aise, mais qui ne donnent rien. Le fait de les avoir greffés sur une racine nanifiante fait qu'il est plus vieux, plus mature, beaucoup plus tardif, beaucoup plus précocement. Aucun autre inconvénient, aucun contrôle de la vigueur. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante et la plus connue de la greffe en général, c'est qu'on arrive à nanifier. Vous avez tous vu des troncs qui sont beaucoup plus petits que la couronne des arbres. C'est parce que le tronc, lui, calme la vigueur. On prend des arbres beaucoup plus petits sur lesquels on greffe un truc qui devient énorme sinon, et du coup, la couronne, la partie supérieure, elle reste beaucoup plus petite. Bon, c'est pas pour le plaisir de torturer les plantes, c'est simplement que c'est beaucoup plus difficile, ceux qui sont producteurs, c'est beaucoup plus difficile de récolter à 10 mètres, 20 mètres. Je vous rappelle qu'autrefois, on récoltait tout en hauteur.
Je travaille dans les oliveraies, sur les anciennes oliveraies, on récoltait à 15 mètres de haut les olives. En France, parce qu'on ne taillait pas. On ne taillait pas, on laissait les oliviers comme ça, on leur foutait la paix, donc c'était une année sur deux, une branche sur deux, et ainsi de suite, quoi. Et les mecs montaient haut, très haut. Donc ils avaient des échelles très fines, parce qu'en fait ils passaient leur temps à les travailler. Et donc c'était des échelles triangulaires, donc hyper stables en bas, et en haut c'était plus qu'une gaule, quoi. Et les gars, il fallait qu'ils montent jusqu'en haut. C'est bien quand on a 20 ans, parce qu'on montre sa vigueur, et puis on aime bien un peu crâner, quoi. Mais quand on a 40, 50, 60, monter en haut à 15 mètres avec des paniers lourdement chargés, c'est un autre monde. Donc il n'y a pas que des inconvénients à avoir des arbres de petite taille. Hein. Maintenant, quand on va voir en Allemagne, les vergers ils se font 1,50 m et puis c'est travaillé à la machine, ça va super vite, quoi. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que c'est bien d'avoir des arbres vigoureux et grands, mais c'est aussi, après pour l'exploitant, un confort inouï, quoi, hein. Pour peu que vous ayez des problèmes de rhumatisme ou de vertige ou de santé, je peux vous dire c'est ça ou rien, quoi. Donc contrôler la vigueur d'un arbre, souvent c'est quand même déterminant dans la rentabilité d'une exploitation. Et là, quand on a sur propre racine, votre arbre il part et puis il monte presque jusqu'au ciel dans certains cas, quoi, hein. Je crois que le pommier kazakh, sauf erreur de ma part, c'est 30 mètres. Donc c'est bien de dire les races anciennes elles sont bien, autrefois c'était mieux, quoi, mais ramasser des pommes à 30 mètres, je ne sais pas si 30 mètres ça fait quand même 9, 10 étages, 11 étages de haut, quoi, hein. Si votre panier tombe, hein, dans le meilleur des cas, si vous ne tombez pas avec, 30 mètres c'est haut, hein. Vous avez le temps de voir toute votre vie défiler, quoi, hein. Non mais moi je vois des gens qui sont fous, hein, pommier kazakh, 30 mètres de haut, je crois que même c'est 35 mètres, quoi, hein. Même si c'est 25 mètres, c'est pareil, quoi, hein. Il faut se rendre compte de la hauteur de ce que c'est, quoi. Voilà, c'est la hauteur des plus grands sapins des Vosges, hein, quand même. Solution pour avoir un végétal à hauteur d'homme, parce que bon, on ne vit pas tous avec ce problème-là. Réduire les apports de matière azotée et éviter l'irrigation avant la taille et le recépage. Donc ça calme déjà, hein, donc les plantes qui n'ont pas besoin d'apport azoté, hein, d'amendement de nutriments particuliers, il ne faut surtout pas les amender, quoi. Il y a plein de végétaux qui n'aiment pas les sols riches, par exemple les vignes. Beaucoup de problèmes, on a des magnifiques vignes, avec des feuillages verts, ce qui est totalement anormal. Une vigne n'a jamais de feuillage vert. Et on voit des viticulteurs qui mettent de l'engrais foliaire. C'est un truc que l'industrie des pesticides a trouvé, quoi, hein, mais c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. La vigne prospère dans un sol pauvre. Quand on a un sol caillouteux avec très peu de choses, on met des vignes. Hein, et là, là où je côtoie, où je travaille avec des viticulteurs, il y a plein de viticulteurs qui ramènent soit du compost, soit des déchets agricoles, soit qui ramènent des sols lourds, limoneux, ce genre de choses. Ils arasent un peu, quoi. En fait, c'est pour avoir un meilleur aspect. C'est sûr que c'est beau, quoi. Mais on n'est pas à Versailles dans une vigne. Hein, la vigne, elle vient d'où? Elle vient d'Iran, je crois, hein. Elle pousse dans les montagnes à haute altitude, c'est pas du tout son biotope, hein. Donc il faut toujours voir d'où elle vient pour comprendre ses maladies. Et là, on cultive vraiment les maladies à fond la caisse avec les méthodes actuelles. La vigne doit avoir un feuillage clair, vert clair. Et donc il y a beaucoup d'arbres comme ça qu'il faut considérer dans leur situation initiale pour savoir que toute action de ce type-là leur sera fortement préjudiciable. Et donc si vous cherchez à ne pas avoir de grands végétaux, évitez ce genre d'action, quoi. Ensuite, contrainte à l'horizontale, les branches basses. Vous savez tous, hein, les branches qui montent, les branches horizontales et les branches descendantes n'ont pas le même rendement. Donc si vous voulez un petit peu calmer le végétal, contraignez-les, hein, avec des masses, il faut les forcer à descendre, et du coup ça induit la fructification et la croissance de l'arbre s'en trouve modifiée. Donc ça c'est pas de la taille vraiment, quoi, mais on contraint l'arbre. Ensuite, pratiquer la taille de fructification, ce qu'on verra après, ça fait l'objet d'un chapitre particulier, et là vous pouvez avoir des arbres à 1,50 m, qui sinon, si vous laissez les filets, ils font 20 mètres, 30 mètres. Donc, et toute leur vie, ils ont 1,50 m. 1,50 m, 2 mètres ou 2,50 m, on verra, il y a des nuances, hein. Donc la taille d'été, c'est pas vraiment une taille parce que vous pouvez la faire à main nue, et ça blesse quasiment pas l'arbre. Elle permet de garder des arbres exactement comme en Allemagne, hein, donc des ruelles, des trucs, je sais pas comment on appelle ça, des haies, quoi, on va dire. C'est pas vraiment un verger, hein, parce que si on est à Oiseau ou un ancien, on reconnaît pas ça comme un verger, quoi. Et donc ça fait des arbres qui sont plantés tous les 50 cm. On peut en avoir sur 300 mètres carrés, on peut avoir 300 arbres fruitiers différents. Donc c'est une technique réelle, hein. On a des exemples de jardins en permaculture qui existent depuis plus de 30 ans qui ont comme ça sur 2000 mètres carrés, 2000 arbres. Donc ça marche très bien. Taille d'été maintenant en détail, ou taille de fructification. Principe,
dans la taille d'été, on bloque la croissance du végétal au printemps, sans le mutiler pour induire un accroissement de la fructification grâce à une réaction de détresse. Hein, comme on a ça souvent, certaines années, les gens me disent « Ah, c'est super, la plante, je pensais qu'elle allait crever là, mais avec la sécheresse, ça nous a fait plein de fruits. » C'est le chant du cygne, vous le savez très bien, quoi. C'est souvent une plante, ou même un animal, c'est pareil. Hein. On peut faire aussi le parallèle, je ne sais pas si je dois le faire, mais je le fais quand même. Les populations humaines sont souvent dans ce cas de figure, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Hein. Mais souvent, les populations les plus riches font quasiment pas d'enfants. On le voit ça avec l'Allemagne, la Suisse, carrément ils ont un enfant, 0,2 ou 0,3 par femme, hein, par foyer donc. Et les populations en guerre qui sont le plus malmenées avec les gouvernements complètement corrompus hein, qu'on met en place, nous Européens ou Américains. Quoi, hein, faut pas, ils n'ont pas la seule responsabilité, hein, avec des juntes, des guérillas, des massacres, ben, eux ils sont super fertiles. Les femmes ont 5, 6, 7, 8 enfants, quoi. C'est comme par hasard. Plus les conditions sont difficiles, plus les populations font d'enfants. C'est ma vision des choses avec mes deux yeux, quoi. Mais avec le végétal, c'est connu. En général, plus vous stressez, l'arbre, plus en fait, il se dit là où je suis, c'est pas bon. Il faut que ma descendance aille tout de suite s'implanter où elle aura de meilleures chances de vie, quoi. Et donc, on a ça souvent. Hein. Chez les poissons, notamment, les femelles accèdent à une maturité beaucoup plus précoce et elles sont beaucoup plus fertiles. En situation difficile, en cage ou autre. Quoi. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Je n'ai pas dit qu'elles étaient plus heureuses, j'ai dit simplement que ça accroît la fertilité. Et donc de mutiler un arbre, dans certains cas de figure, déclenche un processus de détresse qui, lui, s'accompagne, se traduit par une fructification beaucoup plus élevée. Donc c'est pas parce que vous le verrez après, on verra des photos de ces arbres, j'ai pas envie d'appeler ça un arbre, c'est plus proche du manche à balai ou du porte-manteau, quoi, on va dire, que vraiment d'un arbre tel que vous le connaissez. C'est un truc qui est vertical sur lequel il y a des feuilles et des pommes. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, quoi. Donc, je qualifie ça. Mais ça produit énormément. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est qu'au printemps, quand tous les espoirs de vie et d'un futur meilleur est promis, là on lui pince ses bourgeons et en fait lui il se met en situation de détresse. Hein. En gros c'est ça. L'avantage, c'est que ça réduit considérablement les mutilations des plantes, puisqu'en fait ça consiste à pincer le bourgeon, donc il n'y a même pas de coupure. Hein. Il laisse tomber après son bourgeon sec, donc il y a quasiment zéro entrée de maladie, virus, champignons et le stress. Le stress est très bref, hein, ça dure quelques minutes, quelques secondes, et puis il déclenche tout de suite son processus de survie. Ça supprime les attaques d'insectes suceurs. Pourquoi? Parce que la sève du printemps est extrêmement liquide et c'est celle-là qui attire les pucerons. Quasiment instantanément, cette sève liquide s'épaissit et les insectes suceurs sont incapables de la pomper. Donc dans un verger conduit en agriculture naturelle, hein, donc en permaculture, avec la technique de taille d'été, vous n'avez quasiment pas de pucerons. Même sur les fruits à coque comme pêcher et autres. Hein. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Hein. Donc c'est évidemment une technique qu'on ne va pas vous enseigner en arboriculture classique, puisqu'en fait les gars ils sont super vendeurs de traitement, quoi. Voilà. Ensuite, la cicatrisation est immédiate, ça vous le savez aussi, hein, mais là je sais que la taille d'été est enseignée aussi, hein, et la taille pour faire du bois et la taille pour faire du fruit. Hein. Mais nous on fait que cette taille-là. Notamment parce que, comme vous le savez aussi, hein, en hiver ça cicatrise pas du tout. Ça sèche bien et après ça cicatrisera à l'été. Mais si vous faites cette taille d'été, en fait, même si vous êtes obligé d'intervenir sur la charpente, ça cicatrise très vite, puisque le brûlé va se former, hein, c'est en période de croissance, les températures sont élevées, il réagit tout de suite. Ça augmente la production fruitière, je vous l'avais dit, ça, hein, et ça réduit la production de bois. Donc, si on n'a pas besoin de bois. Nous, on était en autonomie, je dis toujours, je ne suis pas parti du savoir. Je ne partage pas mon savoir comme une finalité propre. Nous, on était en autonomie avec ma mère, quoi. Donc, pourquoi ma mère? Parce que ma mère nous a élevés seuls, 2 enfants, sans un radis, pratiquement, ou pratiquement pas d'argent. Et on était végétarien. Un végétarien, ça consomme beaucoup plus de végétaux que les gens normaux, quoi, habituels. Et donc, on était en autonomie pendant 4 saisons, en fruits et en légumes. Et donc, on a découvert donc ces techniques-là au moment où on s'est installé. On avait un petit terrain, on a mis plein d'arbres fruitiers, on a commencé à les tailler à la conventionnelle. Alors quand ils étaient petits, ça allait, ça faisait une brouette, puis après 10 brouettes, et après ça faisait 30 brouettes, et à un moment on en avait marre, on a arrêté, quoi.
Pourquoi? Parce que les déchets de taille, c'était horrible. Il y en avait, mais un tas, ça restait pendant 3 mois, 4 mois, on n'avait pas de broyeur, nous on avait juste nos petites mains, quoi. Et donc on ne savait plus quoi, on était en lotissement en centre-ville, impossible de brûler ça, quoi. Et on était là avec ces trucs, et on n'avait pas de voiture, pas de camion non plus. Donc ce truc-là était là, et on ne savait pas quoi en faire, et c'est là qu'on a arrêté de tailler les arbres, quoi. Donc avec cette taille d'été, pas de sous-produits. Pas de sous-produits et surtout pas de ce qu'on appelle actuellement les arbres étant fragiles, sont infectés avec des maladies graves. On trouve même dans certains trucs, c'est inconcevable pour nous, il faut enlever les feuilles, il faut enlever les produits de taille parce que ça peut contaminer. Chez nous, on jette tout au pied, quoi, parce qu'on a des fruits sains, quoi. Et surtout, ça en fait de l'humus en moins, quoi. Pour nous, c'est pratiquement un crime, quoi, que d'enlever, de ne pas remettre les produits de taille au pied, quoi. Le peu qu'on en fait, quoi. Et quand on est en conventionnel, on se retrouve, et pour l'avoir vécu, là c'est pas de la théorie, avec des produits de taille mais énorme, quoi. Je sais pas comment font les arboriculteurs, mais nous on n'en pouvait plus, quoi. Voilà, donc là, ceux qui n'ont pas besoin de taille, c'est de bois ou de BRF, c'est vraiment bien parce que ça fait rien, vous pincez, vous repartez, quoi. Ensuite, ça permet de contrôler et réduire la taille des végétaux à souhait. Avec ça, taille d'été, vous faites des grands, si vous voulez des grands. Moi, j'ai des grands que je mène à 4 mètres, comme ça, à 5 mètres, parce que j'ai besoin d'ombre. Donc, je fais une taille d'été, je mets avec une petite échelle, je tire la cime, tac, tac, je pince, tac, là, si on remonte, c'est bon, il est calmé. J'aurai mes fruits partout. Et puis, je pense que quand je serai vieux, je taillerai à 1,50 m, et puis c'est tout, quoi, le même arbre. Ça sera moins beau, il faudra que je trouve un truc pour mettre de l'ombre sur mes légumes en dessous, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos arbres. Ensuite, les derniers points, je reviens toujours, ça nécessite peu ou pas de connaissances. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper, c'est les bourgeons terminaux qu'il faut pincer, vous les pincez tous et c'est terminé, c'est fini. Vous voyez, et si vous avez fait une erreur, c'est pas très grave, quoi. Alors que les sagouins qui nous ont taillé les arbres normaux, qui étaient faits pour être taillés, ou à l'origine ils étaient taillés, je peux vous dire que quand vous avez une sale gueule avec une charpente déséquilibrée, ça dure un temps fou jusqu'à ce que votre arbre il ait une gueule correcte, quoi. Vous savez ça mieux que moi. Voilà, et donc là, pas d'outillage, pas de connaissances, pas d'erreur possible. Période de taille, alors là c'est uniquement entre fin juin et début décembre. Il y a des petites nuances en fonction de ce qu'on va avoir, mais c'est pour nous l'été, pour la taille d'été, c'est fin juin, début septembre. Ça concerne les poiriers à 1,50 m de haut, les pommiers à 2,50 m, non, entre 1,50 m et 2,50 m, là c'est une erreur de frappe. Vous n'êtes pas obligé de noter, vous pouvez noter quand même, mais on mettra la vidéo sur YouTube. Et puis les cerisiers à 3 mètres ou 4 mètres. Voilà, donc ça c'est les tailles optimum qu'on a. C'est ce qui convient le mieux à ces 3 catégories de végétaux. Le mode opératoire, on fait une première suppression des bourgeons apicaux, donc à l'extrémité des branches. C'est le bourgeon qui lui va induire la croissance axiale de la branche. Celui-là vous le calmez. Et vous l'enlevez, vous le pincez, vous l'arrachez, mais en général l'écraser le suffit largement. Et des bourgeons intermédiaires verticaux sur les branches intérieures de l'arbre. Donc il y a toujours des branches qui vont partir de l'intérieur, de la couronne, et ceux-là aussi il faut les pincer. Ce sont eux qui tirent la sève. Une fois que cette croissance, on va dire, axiale de chaque branche est rendue impossible, c'est là que l'arbre se met tout de suite en surproduction fruitière. Et suivant la vigueur des plantes, on peut faire une deuxième suppression après, un petit peu plus tard, mais en général on ne la fait pas. Alors là, je vous ai mis 2 images. Donc notre expérience de référence ou site de référence, c'est Moucron. Moucron en Belgique, 30 minutes au-dessus de Lille, c'est pas en France, c'est en Belgique. C'est un ancien site industriel qui s'est cassé la figure et un couple tout à fait modeste s'est dit il n'y a plus de boulot, mais il n'y a plus de boulot dans toute la région. Qu'est-ce qu'on fait avec nos belles propriétés, nos beaux jardins? Plus de fric, du temps à crever, quoi. On va se mettre à produire. Et donc c'est Gilbert et Josine qui ont donc ouvert un jardin de 2000 m² et dans lequel ils ont fait il y a 35-40 ans un jardin fruitier qu'ils ouvrent très gentiment, parce que c'est bénévole. Tous les jeudis après-midi, nous on a fait plusieurs voyages d'études là-bas. Et donc voici l'aspect d'un fruitier, d'un jardin, d'un verger en permaculture, en agriculture naturelle plus exactement. Donc quand on regarde entre les arbres, tout est balancé par terre. Donc c'est pas ratissé, balayé, c'est pas non plus coupé en petits morceaux. Vous coupez les branches, les arbres, un arbre crève, vous le coupez, vous le jetez par terre,
Il n'y a pas de coupe à faire, hein. La coupe, c'est bon pour ceux qui ont du temps à perdre, quoi, hein. Mais vous jetez tout par terre, vous marchez dessus, quoi. Et ça donne ça. On a l'impression que c'est un compost, mais quand on regarde, tout le jardin est un compost. Les voisins amènent les tontes, ça sert de déchetterie quoi, de matière humifère, quoi, de l'humus, c'est tout, quoi. Mais c'est épais comme ça, quoi. Et dedans, vous avez tout ce que vous voulez, des poules, des hérissons, tout, quoi, hein. Ça vit, il n'y a pas que vous, hein, vous n'êtes pas seul, quoi. Et donc ça, c'est l'image de gauche. L'image de droite, elle monte une allée, donc là, elle est encore bien dégagée, mais toutes les autres allées, quand vous avez 5 mètres, vous voyez plus où vous êtes. Et vous voyez des arbres fruitiers qui sont plantés tous les 50 cm, tous les mètres. C'est souvent des variétés différentes et vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Donc c'est un arbre vertical, c'est une composition, il n'y a pas de qualificatif, on va dire, c'est un truc sur lequel il y a des feuilles et des fruits, quoi, hein. Et donc si vous en voulez beaucoup, vous en mettez plus, c'est tout, hein. Et ça fait un peu de boulot au moment de l'été, puis après ça s'arrête, hein. Un jardin de 2000 m², c'est pas non plus énorme, hein. Voilà, et ça fait 40 ans que ça produit. Et le sol est couvert de déchets comme de couverture de forêt, hein. C'est-à-dire il y a énormément de dégopodes podagraires, il y a de la ronce aussi, il y a plein de choses comme ça qui poussent et qu'on mange. Une question ? Par rapport à la longévité, vous disiez avant, alors pour la taille d'été, je ne sais pas. La longévité est surtout caractéristique pour la taille paysanne. Pour la taille d'été, il me semble aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pourrais pas me prononcer là-dessus, quoi. Le jardin, il a que 40 ans, vous me rappelez dans 1000 ans, et je vous dirai à peu près ce qu'il a survécu, quoi. On n'a pas assez de recul pour ça. Je sais qu'en archéologie, sur les peintures du Moyen-Âge, on voit des trognes. Des émondes, on les voit même mal dessinés, on les voit bien, quoi. C'est une ancienne pratique, quoi, et on a trouvé des arbres émondés fossilisés, pratiques, enfin fossilisés, il me semble, ouais, enfin non pas fossilisés, ils étaient dans les lits de rivière, hein, complètement donc acidifiés. On les a, je crois, de plus de 3500 ans. Donc c'est très vieux, hein, les tailles trognes, hein, ce qu'on appelle les mondes. Voilà. Deuxième chapitre, la taille paysanne, l'émondage. Donc c'est une pratique naturelle, pourquoi ? Donc moi j'estime qu'elle est vieille de 500 000 ans, 600 000 ans. Donc elle existe, c'est un type de taille, de conduite du végétal, j'ai pas dit par qui, hein, qui existe depuis 6 000 ans. Et il y a eu une coévolution entre énormément d'espèces végétales et les acteurs qui les rognaient. Et il y a énormément de plantes, je dis pas que je voudrais me retrouver à leur place, et je dis pas qu'elles y trouvent du plaisir, hein, bien que bon, c'est une pratique, le sadomasochisme, qui est peut-être inhérent à ce végétal, mais je ne suis pas sûr, quoi. Mais il y a énormément de végétaux qui sont nés pour être conduits comme ça, et qui le supportent très très bien, et à la rigueur qui deviennent encore plus beaux et plus vigoureux, quoi, hein, très rapidement, pas seulement dans la très longue durée. C'est une pratique naturelle, donc il ne faut pas dire c'est pas normal, c'est pas naturel, hein. J'ai souvent des discussions comme ça avec plein de gens qui me disent tu fais souffrir la plante. On a malheureusement calculé, hein, qu'il y a un poisson sur 100 000 qui meurt de sa mort naturelle. On vit tous pour être bouffés, soit par un microbe, soit par autre chose, quoi. On finit tous par nous marcher sur le pied, par être écrasés par un... Si vous êtes en forêt, vous le savez, hein, les plus gros accidents de forêt, c'est les branches qui tombent. Dans le monde naturel, hein, pas le monde artificiel, c'est-à-dire, je ne parle pas en conditions de travail, juste dans la balade, hein, c'est une chose normale que d'avoir des accidents, et c'est comme ça, c'est tout, quoi. Donc la taille des mondes, les mondes de végétaux est une chose qui est tout à fait normale dans le cycle du végétal et qui est antérieure à l'existence de l'homme. Pourquoi ? Bon là j'ai une petite erreur, il y a le gibier, vous le savez, si vous avez actuellement, hein, parce que l'ONF est complètement désespéré puisque on est complètement dépassé par le problème des chasseurs. Ce n'est pas les chasseurs en tant qu'êtres humains, c'est la technique, la gestion, les impôts, les taxes et compagnie qui fait que la régénérescence des massifs forestiers, au moins dans l'arc vosgien, là, n'est plus du tout assurée. On disait toujours laisser faire, et là l'ONF tire le signal d'alarme. On a d'énormes problèmes avec le gibier, donc les chasseurs, donc les règlements de chasse, donc l'organisation de la chasse, quoi. Si je ne le précise pas, on me dit tout de suite vous êtes anti-chasseur. Moi je me considère comme chasseur, donc je ne vais pas tirer dessus, mais n'empêche qu'ils font des dégâts monstres. Le gibier, donc les chasseurs, donc les réglementations de chasseurs. Donc vous savez que les gibiers bouffent les jeunes plants. Et ils prennent les bourgeons, et ils attaquent plein de plantes comme ça, hein. Dans le massif alpin, c'est régulier. Quand il y a des hivers trop froids, ils massacrent tout. Ils ratiboisent et ils descendent les petits buissons. Et ça repart. Ça repart très bien. Enfin, comme dit, très bien avec souffrance, mais ça repart.
Et les castors, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le nier, les castors sont nés pour bouffer les arbres. Et c'est eux qui modèlent le paysage, c'est eux qui arrêtent les cours d'eau, c'est eux qui créent les grandes plaines inondables. Faut pas me dire que c'est pas normal. Et si, dans les forêts où il y a des castors, je sais pas quoi, un arbre sur 3 y échappe. Tous les autres sont couchés 1 fois, 2 fois, 3 fois dans leur vie, quoi. Et tout y passe, quoi. Parce que leur but, c'est de créer des barrages. Sans les barrages, ils n'arrivent pas à nicher. Parce qu'il leur faut des grosses étendues d'eau. Donc leur but, c'est foutre le bordel, le chaos, quoi. Et ces arbres, les aunes, tous ces arbres des massifs des plaines alluviales, je dis pas qu'ils aiment ça, mais ils sont nés, ça fait 600 000 ans qu'on leur fait le coup, quoi. Donc là, vous voyez, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu un arbre bouffé par un castor, c'est au ras du sol, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de respect de l'arbre. Il le bouffe, terminé, quoi. Non? Une question? Ensuite, l'avantage de la trogne, double longévité du végétal. Alors, je peux vous sortir les graphiques, en fait, c'est parce que ça déplace l'apparition de la... Je vous vois venir tout de suite, vous allez me demander si on peut faire la même chose avec l'humain pour vivre plus vieux, je ne sais pas. Mais on peut essayer après si vous voulez, quoi. Mais le fait de lui couper la tête plusieurs fois, ça déplace toujours le déclenchement de la sénescence. Donc là, le mécanisme de dégradation en fait, de vieillesse, quoi, n'apparaît pas pendant très très longtemps. Elle apparaît à 150% de la durée de vie et donc il dure 200% plus longtemps, quoi. C'est un truc incroyable, mais ça c'est scientifiquement prouvé, trouver plein d'ouvrages sur la chose, quoi. Mais ça dure beaucoup plus longtemps le fait de couper la tête au végétal, hein. Pas aux humains, hein, on est d'accord, hein. Ensuite, réalisation rapide et simple de la taille. Là vous le savez, hein, un arbre de trogne, c'est bien par ici, tac, coupé, terminé, quoi. Et dans les 2 tiers des cas, en plus, même pas besoin d'une scie, hein, il faisait ça avec des couteaux, avec une petite hache, terminé, quoi, hein. C'est seulement les tonnes charpentières pour lesquelles il fallait bien couper proprement et avec un outil spécial, quoi. Mais sinon, c'était coupé avec une serpette, tchoc, 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 terminé, quoi. Valorisation maximum des sous-produits, c'est là où la permaculture entre en scène parce que pour nous, il n'y a pas de déchets. On fait la trogne en fonction de la quantité de chauffage qu'on a, même si c'est un fruitier, de besoin de fourrage pour les bêtes, hein, pour les bestiaux, et donc on va tailler tout à fait différemment. En tout cas, on utilise tout. On utilise 400% de ce que peut donner un arbre habituellement. Un arbre normal, un pommier, il donne quoi chez vous? Des pommes. Non, chez nous, il donne des feuilles, des pommes, du bois, de l'écorce, il donne plein de choses comme ça, quoi. Du champignon, et c'est la totalité qui nous intéresse, pas les pommes. Donc on va prendre des pommiers particuliers, quoi. Voilà. L'émondage, c'est la taille des arbres. En fait, dans chaque région, on a le terme officiel, c'est émondage. Mais dans chaque région, on appelle ça différemment. Je crois que le mot trogne, ça vient du Gâtinais, d'une région particulière. Chez nous, on appelle ça les têtards. Les têtards, mais bon, les têtards, des fois, vous les faites à 50 cm du sol. Les personnes âgées avec le dos tout cassé, elles le font à 50 cm du sol. Les jeunes, ils le font à 2 mètres pour montrer qu'ils ont des beaux arbres un petit peu plus virils, quoi. Et en fait, c'est une blague que je dis. On le fait en général en fonction de la pâture qui est en dessous. Si vous avez des petits animaux, vous pouvez tailler pas très haut. Si vous avez des gros animaux, vous montez très haut, quoi. Et vous voyez ce que c'est la conduite en trogne? En fait, vous coupez, mais à une certaine hauteur, 1 fois tous les 10 ans, tout ce qui dépasse, pouf, c'est tout, quoi. Et alors l'arbre, il finit par faire un énorme bourrelet, et de ce bourrelet partira des petites branches grêles qui donneront soit du fourrage, soit de la vannerie, soit des piquets de clôture, soit des poteaux de charpente. Et on recoupe tout le temps, et on laisse le tronc, quoi. Donc on a un drôle de paysage de troncs. C'est un moment, on a que des troncs dans les champs, quoi. C'était une forêt qui vient d'être émondée. Et puis si vous venez 10 ans après, vous avez des grosses couronnes avec des grosses perches de charpente dessus, quoi. Jusqu'à ce que le charpentier vienne, se serve, et après on a à nouveau un paysage de troncs comme ça. Et donc ça fait des troncs qui ont une tête. Une tête, on le voit en ville, hein. On verra après, quoi. Je développerai ça après, je vous montre toutes les figures qu'on peut avoir. Donc valorisation maximum des sous-produits pour nous, c'est fondamental, les sous-produits. Un pommier ne donne pas que des pommes. Je ne dis pas que je m'en fous des pommes, c'est vrai. Mais c'est la facture totale qui nous intéresse, pas juste les pommes. Et une productivité plus élevée au mètre carré qu'en forêt classique. Oui ? Ça c'est une question technique, après vous me reposerez la question après. On ne peut pas aborder après chaque variété. Et donc il faut distinguer aussi clairement la famille fruitière des autres. C'est souvent pas les mêmes, hein. Là j'ai fait un amalgame entre les deux volontairement, mais c'est souvent pas les mêmes.
Les fruits à noyaux, on peut les couper au ras du sol. Les pommiers, un peu moins souvent. Hein. Et il y en a qu'on ne fait pas du tout. On en parlera après, quoi. Productivité plus élevée au mètre carré de sol qu'en forêt classique. Ça, c'est valable pour la production de bois. Si vous avez une forêt en figure libre, c'est-à-dire non trognée, avec un tronc, vous avez une rentabilité, je ne sais plus combien, 20% inférieure à une forêt multicole menée en CP. Multicole, c'est-à-dire un plan donne plusieurs troncs. Mené en CP, c'est-à-dire taillé à la sauvage, vous ne tuez pas l'arbre. C'est des variétés souvent particulières. Hein. Vous le coupez, ça repart. Au mètre carré, vous sortez plus de bois qu'une forêt en tronc classique. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Si un sieur vous demande un tronc de 2 mètres ou de 1 mètre de circonférence, ce n'est pas exploitable pour vous des perches comme ça de charpente, quoi. Donc là aussi, il faut comparer aussi le sous-produit, le produit final, quoi, dans le contexte historique. Mais traditionnellement, pour faire du bois de chauffage, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des forêts de trogne, en fait, de procéder par émondage. Ensuite, la repousse après recépage s'accélère d'année en année. Au début, c'est pas rapide, mais c'est simple. Quand vous coupez le houppier, hein, la couronne de l'arbre, le tronc, on va dire la partie aérienne, recommence à zéro. Mais la partie enterrée, racine, elle, d'année en année, elle augmente. Donc elle a un capital de rebond, on va dire, de reconstruction beaucoup plus important. Ce qui fait que la repousse, on va dire, les premières années, pour faire des perches de 8 mètres, il vous faut 15 ans. Mais au bout de 50 ans, pour faire des perches de 15 mètres, au bout de 5 ans, vous les avez déjà. Donc ça part de plus en plus rapidement, grâce justement à ce système racinaire qui, lui, reste... s'agrandit de plus en plus. C'est vrai et pas vrai, parce que quand on coupe des branches, souvent une partie des racines meurt aussi. Hein. Vous savez qu'il y a des racines qui font des feuilles sous terre. Un arbre a des feuilles sous terre. Je ferai une fois une conférence sur les racines, mais on a trouvé on trouve sur les arbres des systèmes plans qui poussent à partir des racines exactement comme des feuilles qu'on a sous terre. Et c'est des cycles annuels, ça. On a des racines, comme les petites branches aussi, qui ont des développements et des durées de vie annuelles. Et on a des racines, les racines charpentières normales, qui, elles, ont des cycles de tout l'arbre. Donc le système racinaire est très complexe. Donc il est tout à fait normal d'avoir un dépérissement annuel des racines. Mais dans notre cas de figure, le système racinaire se cumule, et comme dans un arbre qui n'est pas trogné, qui n'est pas émondé, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Savoir qu'au début, c'est lent, et après, ça s'accélère de plus en plus. Ensuite, une meilleure résistance au vent, c'est normal, hein, ça vous comprenez, le tronc devient de plus en plus gros et il a un ancrage énorme. Donc quand une forêt normale menée en figure libre se couche suite à un ouragan, la forêt trognée, non, elle reste comme ça. Ça, c'est facile à voir, regardez les saules, ils ont bon, l'exemple d'un saule est mauvais parce qu'il est extrêmement flexible, mais les trognes de hêtre ont des troncs énormes de 1 mètre de diamètre, ceux-là vous les renversez jamais avec un vent, jamais. Alors qu'un hêtre normal, très haut, bon, il se couche, il n'y a aucun problème pour le coucher, quoi, en tempête. Ensuite, une réduction des besoins en eau et en nutriments, parce qu'il a une croissance plus lente. Et voilà, c'est les avantages essentiels. Hein. Donc pas du tout négligeable. Le recépage, ça c'est un cas particulier. Le recépage, donc c'est la trogne menée au ras du sol. Concerne tous les arbres de structure colonnaire unitaire. Là, ceux qui ont suivi les travaux et les conférences de M. Hall, hein, donc il explique ça, hein, il y a 2 types d'arbres. Il y a l'arbre, je fais rapidement pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'en société d'arboriculture, vous savez ça. Il y a 2 types d'arbres. Il y a l'arbre, on va dire, préhistorique, colonnaire, type sapin, qui n'a pas un motif qui se reproduit. C'est-à-dire chaque branche n'est pas égale à un motif de petit arbre. Hein, et il y a l'arbre normal, là, quasiment tous les feuillus, je crois, sauf le ginkgo, qui ont des motifs unitaires, c'est-à-dire que le motif, à petite échelle ou grande échelle, est toujours une composition du même motif. C'est assez incroyable, quoi. Et donc, une branche, c'est rien d'autre qu'un arbre qui a ses propres racines dans le tronc. On le sait, on le coupe, on a réussi à bouffer, à dégrader toute la texture et sortir la branche. Elle avait sa racine exactement comme l'organisme majeur avait ses racines dans la terre. Donc c'est on va dire une classification des morphologies végétales, des grands végétaux, qui classifient ça en 2 formes. La colonnaire unitaire, c'est pareil dans notre cas de figure, mais c'est des végétaux tout à fait différents. Hein, on ne se greffe pas, notamment l'unitaire, quand vous lui coupez la tête, ça ne repart pas.
Il ne sait rien de faire d'autre que de faire une branche latérale qui, elle, va repartir, alors que l'organisme unitaire, lui, il va vous refaire une tête de nouveau et ça repart, quoi. Vous pouvez le mutiler comme vous voulez, greffer, il reproduit son motif unitaire, quoi. C'est donc quelque chose, c'est comme le monde sexué, par rapport au monde asexué, c'est une complexification qui s'accompagne de propriétés tout à fait intéressantes. Regardez les travaux, les conférences de M. Halley, Francis Hall, je crois. Hein. Voilà. Allez, merci. Exception, quels sont les végétaux qu'on ne recèpe pas? Les fruits à noyaux et surtout les cerisiers. Hein, vous savez ça, hein, je ne pense pas que vous vous amusez. On peut les tailler un peu, les cerisiers, mais pas tout le temps. Et pas super court, sinon ils ont la gomose et de toute façon ça cicatrise mal. Enfin, ils n'aiment pas ça, quoi. Oui, non? Vous pouvez me contredire, n'hésitez pas. Je pense que là-dessus vous savez plus de choses que moi. Le noyer, parce qu'il a une structure creuse hein, d'un certain temps et puis il se fragilise énormément, donc on ne s'amuse pas à les tailler. C'est les deux familles hein, qu'on ne taille pas. Ensuite, un exemple de conduite à grande échelle. Donc, comment est-ce qu'on conduit une CP? Par exemple, on organise les plantations d'arbres en rangées orientées nord-sud pour homogénéiser l'accès à la lumière, parce qu'on va les couper les unes après les autres. Si vous les orientez par exemple est-ouest, il est facile de comprendre que si vous avez une grande haie devant une haie que vous avez coupée, la haie que vous avez coupée, elle va être à l'ombre pendant très longtemps. Alors que si vous mettez tout orienté comme un réseau nord-sud, au maximum de la journée, vous avez une bonne pénétration du soleil. Et donc, les petites cultures que vous allez développer entre ces rangs qui ont été coupés à Z, hein, la boule à zéro, ils auront un apport solaire maximum, quoi. Donc, on l'oriente au mieux nord-sud. Ensuite, on met des largeurs de rang de 4 mètres. Ben oui, 4 mètres, c'est à peu près la largeur d'un buisson. Hein. C'est ceux qui savent, quand on laisse partir les arbres, c'est à peu près 4 mètres hein, les premières années. Et on met des petites rangées de 50 cm. Ensuite, on protège le tout en périphérie des grands vents et du froid. Donc, idéalement avec des haies hautes fixatrices d'azote. Hein, donc là, on a des zones, des éléanus, on a plein de variétés des amélanchiers, on a plein de variétés qui sont fixatrices d'azote, hein, des légumineuses ou non. Hein. Vous le savez, en arboriculture, on les connaît. Je vous rappelle que les plantes qui fixent l'azote, c'est des plantes qui vous donnent de l'engrais. Contrairement à ce qu'on met dans la tête des gens, l'engrais ne vient pas du syndicat, de la coopérative ou de Braun-Poulain. L'engrais, il vient de l'air. Hein, et donc c'est de l'azote qui est dans l'air, c'est la composante principale de l'air. Donc pourquoi payer quelque chose qui est dans l'air hein? C'est quelque chose qu'on a mis dans la tête des gens, c'est un truc complètement incroyable. L'engrais se trouve dans l'air. Pourquoi vous les payez? Pour avoir de l'engrais pour vos plantes, il suffit de prendre des plantes qui le prennent de l'air et qui le mettent dans le sol. Ce sont majoritairement des plantes de la famille des légumineuses, mais il y a d'autres plantes qui font ça. Et donc il y a de nodosités qui, quand elles dépérissent, quand elles meurent, libèrent l'azote. Hein, donc l'engrais ne s'achète pas. Hein, c'est comme les enfants, ça se fait soi-même, quoi. C'est se priver d'un plaisir. Les enfants, pourquoi les acheter, quoi, hein? Ben, l'engrais c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont pas compris l'histoire, l'engrais ne s'achète pas, quoi. Des questions pour les enfants? Non? Bon, sinon je vous explique après, quoi. Voilà, donc en périphérie on met une haie qui a toutes ces fonctions-là, comme dit, une haie ça a plein de fonctions. Ça vous nourrit vous. Ça doit être fruitier, ça nourrit les abeilles, ça doit être super mellifère et ça doit produire de l'engrais. Hein, il y a des associations qui font comme ça la promotion des haies et mettez ce qu'on a toujours mis, quoi. Mais en permaculture, ça doit avoir plein de fonctions une haie. Ici, ça produit notamment de l'azote, quoi. Voilà. Mais il faut éviter les variétés cousines sauvages. Ça, vous le savez, en arboriculture, il y a des variétés anciennes qui sont porteuses de maladies. Hein. On cite souvent l'aubépine. Qu'est-ce qu'il y a encore En fait, il y a plein de variétés comme ça qui sont un peu ennemies des variétés cultivées. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on met. Ensuite, recépage total, un rang après l'autre. Donc si vous avez 7 rangs, puisqu'on recette, si je prends par exemple les fruits à noyaux ou les noisetiers, c'est tous les 7 rangs qu'on fait une coupe franche. Donc d'une rangée. Donc vous réfléchissez pas, c'est à la machette ou à la tronçonneuse, vous coupez tout au ras du sol, quoi, sans péter la lame. Voilà, un rang complet. Donc tout est par terre, c'est fini, c'est clair. Et qu'est-ce que vous faites? Alors c'est une petite parenthèse puisque ça c'est pas l'arboriculture, vous utilisez cette rangée pour produire des légumes, donc faire du maraîchage. Donc vous laissez les feuilles, ça fait de l'humus, vous mettez vos patates, vous mettez tout ça dedans, hein, et vous en profitez pour faire de maraîchage là-dedans. Hein. Et voilà. Et après, attention, quand vous recépez les rangées, vous ne les recépez pas l'une après l'autre comme ça. Vous sautez un rang sur deux.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, les rangs qui sont adjacents à cette trouée de lumière que vous avez créée, vous le savez ça, hein, en arboriculture, vont arrêter leur croissance verticale, ils vont partir latéralement. Parce qu'il y aura du coup de la lumière latéralement, donc ils sont pas cons les arbres non plus, hein, ça les amuse pas de monter en hauteur. Hein. Dès qu'ils peuvent, ils font partir ça au ras du sol, meilleure résistance contre le vent, et moins ils en foutent, ils sont comme nous, mieux ils se portent. Donc quand vous créez une trouée de lumière comme ça dans une petite, un verger mené en CP, eh bien tout de suite les arbres vont remplir ce trou et partir de côté. Donc profitez-en, ça vous fera chercher des fruits moins hauts et ça leur fait du bien. Le fait d'avoir une ressource de lumière supérieure font qu'ils vont plus fructifier. Donc il faut utiliser ça. Donc on va surtout pas les couper, ceux qui se mettent à produire plus, quoi. On va couper le rang à côté. Donc tous les 7 ans, on coupe un rang sur 2. C'est clair? Une question? Non? Voilà. Et puis après recépage, donc ce que j'ai dit avant, hein, donc vous en profitez pour cultiver là-dedans des patates, ce que vous voulez, enfin des trucs plus ou moins licites, non, que personne ne voit par exemple et que vous faites disparaître un an après, quoi. Voilà. Ou des céréales. Voilà. Ensuite, les mondages. Les mondages, donc ça c'est le cas général. Les mondages, là c'est plus exactement la trogne. Donc on a le cas des trognes, ça c'est général. Après on a les têtards, ce qu'on appelle chez nous les têtards, mais c'est pas spécifique à l'Alsace, à l'Est. Ensuite dans certaines régions on a les ragoles, les ragos, on a les candélabres. C'est toujours la même chose, mais avec une espèce de charpente. Je ne sais pas si on va pas appeler ça une charpente, parce que en arboriculture, c'est quand même plus élaboré. Là, c'est un truc avec une autre figure, on va dire. Donc ça, c'est le tétard que vous connaissez. Hein, donc voilà. Et en site urbain, il y a aussi des formes spécifiques qui existent. Il y a les têtes de chat et les tonnelles. Les tonnelles, surtout dans le milieu de la France, hein, là où ils jouent à la pétanque, ils ont des arbres aussi qui ne laissent pas monter très haut parce que, bon, pourquoi? Parce que les maisons adjacentes, après, elles n'ont plus de lumière. Si vous laissez un marronnier, un ginkgo monter gentiment, en fait, il vous bouche la rue, quoi. À un moment, c'est une nuit noire en dessous, il faut allumer les phares en plein jour, quoi. Hein. Donc, on a des arbres plats, on va dire, qui ne font pas trop de feuilles et qui s'élargissent. Hein. On a des figuiers qui font jusqu'à 600-800 mètres carrés, je crois. Un arbre rabattu comme ça et palissé à l'horizontale qui vous couvre 600 mètres carrés. Si vous tapez figuier des Capucins sur internet et vous voyez un arbre qui a été abattu, hein, parce que le propriétaire en avait marre, qui couvrait 600 mètres carrés de place. C'est quand même fou, quoi. Hein. J'ai vu en Algérie, dans les pays de Maghreb, des places publiques entièrement couvertes par 1 ou 2 arbres. Tirés à plat comme ça, à chaque fois ils retaillaient, c'est sympa et ça fait de l'ombre tout le temps, quoi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a à Strasbourg par exemple, hein, vous les voyez bien, hein, donc c'est tête de chat. Et puis ça c'est les ragos. Donc c'est quoi les ragos? Ça c'est vraiment un truc qui pour nous, ça fait pas partie de notre vocabulaire dans le paysage, donc c'est un truc, c'est une espèce de lampadaire comme ça, avec un espèce de pylône électrique sans fil et avec des trucs qui partent de côté, quoi. Donc c'est une autre forme d'expression de l'émonde, quoi, hein, mais c'est spécifique on va dire à la France, c'est pas l'Alsace. Hein. Voilà, et c'est tout aussi performant, quoi. Mais ça se voit de loin, ça, contrairement à la tête de chat ou au tétard. Mode opératoire, il y a 2 modes. Le premier, c'est, vous n'avez pas d'antécédent, c'est une prairie, donc vous coupez une branche à un arbre et vous la plantez avec une masse, comme ça, vous la rentrez, en général, elles font 5 ou 10 cm, et vous les mettez tous les 6 à 8 mètres. Ça, l'anthrax dépend de la fréquence de taille. Un arbre qui va être taillé très fréquemment aura un anthrax beaucoup plus faible qu'un arbre avec lequel vous faites du bois de charpente. Le bois de charpente, il va être taillé maximum tous les 15 ans, et lui, il aura une grosse couronne. Donc là, il faut au moins 8 mètres d'anthrax. Donc vous mettez vos manches à balai, là, vos piquets tous les 8 mètres, là, avec un gros marteau, vous l'enfoncez. Et vous attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit houppier qui se développe au-dessus, mais aussi des branches latérales. C'est un peu comme l'arbre que je vous ai montré avant, quoi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous taillez tout ce qu'il y a de côté pour lui faire passer l'envie et il va développer son houppier là au-dessus. Le houppier va devenir grand, le tronc aussi un petit peu plus grand et après, hop, vous lui coupez la tête. Et jusque-là, ça continue, lui, il continue. Hein, donc on fait ça avec les saules, avec les hêtres, avec plein d'arbres comme ça, hein, avec les charmes. Et là aussi, il va recommencer son houppier, mais en même temps qu'il va grossir son tronc. Il n'arrête jamais la croissance de son tronc. Hein. Et jusqu'au moment où vous avez ces formes caractéristiques de tétard, donc un gros tronc avec une tête.
et sur la tête, chaque fois des petits départs. Hein. Parce qu'en fait, il fait son bourrelet, et sur son bourrelet, il y a des bourgeois secondaires qui attendent, eux, de repartir, quoi. Voilà. Si vous partez d'un arbre classique, alors vous prenez la figure numéro 2. La figure numéro 2, c'est avec une autre géométrie, hein, c'est plus esthétique que ça, donc c'est une couronne hein, en forme de poire ou autre chose. Bah, vous rasez toutes les branches du bas et vous laissez juste les couronnes du haut. Et donc on se retrouve dans ce cas de figure, et hop, ça recommence, l'histoire à partir de la case numéro 3. Donc là aussi, vous pouvez faire un tétard à partir d'un arbre franc, sur racine propre, ou à partir d'un balai vivant encore. Hein. Vous enlevez le balai, vous plantez, terminez sa part. Des questions? Non. Pas d'excuses, vous savez comment le faire, quoi. Et après, en fonction des essences, il faut un peu respecter le sens de croissance. Le saule ou la vigne, vous pouvez le planter à l'envers, à l'endroit où la fixe, et s'en fout, quoi. Mais il y a des variétés où il faut respecter le sens de croissance. Il faut regarder dans quel sens sont les bourgeons dormants ou autres. Hein, les bourgeons. Deuxième détail technique à connaître, voici un tétard. Un tétard où, on va dire, un arbre qui a déjà été émondé 2 ou 3 fois. Donc il va présenter donc un tronc un peu formé et puis des branches, quoi. Comment faut-il le couper? Si vous le coupez en laissant des départs un petit peu plus grands, ça donne ça. Et le bourrelet va être de plus en plus difforme et il aura de plus en plus de mal à reprendre. C'est pas bon. Là, vous ne respectez pas le bourrelet parce que vous coupez au-dessus du bourrelet. Si vous coupez comme ça, vous taillez dans le bourrelet. Et donc là, il va mettre plusieurs années à refermer un bourrelet comme ça. C'est pas bon du tout. C'est même horrible pour lui, quoi. Parce que la surface ouverte aux microbes est énorme. Donc l'idéal, c'est de travailler entre les deux, c'est de tailler au ras du bourrelet, mais pas rentrer dans le bourrelet. Hein, donc là, je l'explique comme ça. Hein. Donc il faut toujours bien tailler. De toute façon, l'idéal, c'est une belle boule et pas rentrer dedans. Hein. Voilà. Et la cicatrisation est très rapide en fonction évidemment de la période de taille. Alors l'émondage, il y a 2 types d'émondage, l'émondage d'hiver et l'émondage d'été. L'émondage d'hiver, c'est tous les 8 à 15 ans en général, et c'est surtout réservé pour le bois d'œuvre. Vous comprendrez pourquoi? Parce que si on veut émonder en hiver alors que le but de l'émondage est de faire de la feuille, c'est idiot, quoi, hein. La question ne se pose même pas. Les feuilles, on les récolte en été. Donc la taille d'été, c'est pour des feuilles, la taille d'hiver, c'est pour le bois. Vous le savez, hein, taille d'hiver, ça fait du bois. C'est un peu un piège, puisqu'en fait ça pousse à tailler et de plus en plus avoir de déchets, donc de plus en plus de bois et de plus en plus de taille, quoi. Là, c'est pas ce qu'on veut, sauf si on veut faire du bois. Donc c'est pour ça que pour le bois, on taille en hiver, pardon. Donc on fait du bois d'œuvre, hein, ce qu'on appelle des perches de charpente, ça va jusqu'à 20-25, pas au-delà. Vous le voyez, souvent dans l'architecture vernaculaire, donc les maisons de petits gens, c'est-à-dire gens comme vous et moi, paysans, agriculteurs, les gens qui travaillaient, quoi, hein, pas les gens... les parasites qui suçaient le sang de la population, quoi. Mais ceux-là, ils avaient souvent des charpentes en bois rond. Non? Vous avez dans les maisons alsaciennes, c'est pas du bois comme ça, quoi, hein. C'est du bois qui est rond. Ben, c'était du bois de trogne. Voilà. On coupait, on n'avait pas à s'emmerder à faire des faces planes parallèles, quoi, hein. Et on faisait au moins d'un côté, pas le reste, quoi. Ensuite, le bois énergie. Le bois énergie, c'est le bois de chauffage, hein. Et le deuxième émondage, c'est le bois de fin de printemps qui lui est réservé au fourrage. Et là, c'est simple, hein, les branches sont coupées au moment où le feuillage contient le plus de nutriments, c'est-à-dire la fin du printemps. Ceux qui sont agriculteurs, qui ont des lapins ou des vaches, hein, savent que le foin, on ne le coupe pas n'importe quand. Hein. On le coupe à un moment où il est très riche. Après la floraison, c'est plus la peine, il ne vaut plus rien, quoi. Enfin, nettement moins. Et ben, les feuilles, c'est pareil. À la fin du printemps, quand elles sont constituées, pas encore lignifiées, elles sont vraiment bonnes. Et c'est là qu'on coupe les branches. On rentre le tout, on attend que les feuilles sèchent et on les range. Et ça sert de fourrage tout l'hiver, quoi. Fréquence bisannuelle, donc c'est tous les 2 ans qu'on fait du fourrage, c'est pas tous les ans. Et si on fait tous les ans, on coupe que les branches qui ont 2 ans. Donc le paysan, il est là, il regarde, les grosses, il enlève et puis il laisse toutes les petites, quoi, hein. Donc c'est pas parce que vous voyez un paysan tous les ans dans la tête de ses chats, de ses têtards, qu'il coupe tout, quoi. Il laisse. De toute façon, ceux qui savent, nous on récolte les branches à Strasbourg et les gens qui s'occupent des têtards le long de l'eau le savent. Ils disent ah, ça c'est les branches de 2 ans, ça c'est les branches de 3 ans, ça c'est les branches de l'année, ainsi de suite, quoi. Voilà. Le produit de l'émondage, en grosse section, là on aborde la question du produit vraiment lui-même. Là c'était la façon et la fréquence avec laquelle on produisait l'émondage. Ça c'est le produit d'émondage. Alors l'émondage en grosse section c'est 8 ou 15 ans, en général c'est 10-12 ans. Hein.
Et voilà, et donc ça donne du bois d'œuvre, des perches de charpente, du bois de chauffage ou du charbon. Hein. Pour le charbon, on utilise essentiellement du tilleul, c'est le meilleur charbon de bois. Les produits d'émondage en moyenne section donnent du bois d'ouvrage, du piquet. Hein, c'est pas la peine de les fendre après, vous prenez tout de suite des piquets ronds, ils sont pratiques, ils font pas mal aux mains, on s'emmerde pas. Maintenant on prend des grosses perches qu'il faut fendre, c'est con. Hein. Voilà, on fait aussi des manches d'outillage, on fait plein de choses comme ça, des outillages. Et les produits d'émondage en toute petite section, avec des coupes fréquentes, ça c'est tous les 2-3 ans. Ça donne du bois d'allumage, donc ça fait des gros fours à go, de tout petits trucs. De la vannerie, pour les saules essentiellement, et après il y a encore les viornes, je crois qu'on utilisait aussi hein, pour ça. Voilà. Et en fourrage, les fourrages, il ne faut pas dénigrer cette ressource, ça faisait assez fréquemment jusqu'à 100% de l'alimentation. Alors là, effectivement, on faisait attention, on ne donnait pas n'importe quoi à n'importe qui. Toutes les feuilles ne se ressemblent pas. Les feuillages, il y en a certains qui sont totalement indigestes, donc pas du tout nutritifs, et il y en a qui sont très digestes. Et couramment, ça faisait un tiers de l'alimentation. Quand les vaches, notamment les vaches, avaient tout brouté et que la sécheresse arrivait, on descendait les branches, c'est tout. Quoi. Et là, les vaches continuaient de manger et se goinfraient avec ça. Quoi. Et c'était surtout, les plus remarquables sont le frêne et l'orme. Ils sont vraiment très nutritifs et tout à fait digestes. Voilà. Plus rarement le bouleau, chêne, tilleul, enfin après, ceux qui n'avaient pas le choix, ils faisaient passer n'importe quoi. Hein. Évidemment, et le mûrier. Et dernier sous-produit un peu plus moderne, c'est le BRF, la biomasse, hein, donc, ou en paillage. Voilà, et c'est là où nous on intervient, on achète, nous à Strasbourg, une petite assurance jusqu'à 170-200 tonnes de BRF. Donc c'est pas un sous-produit anecdotique. Quoi, hein. Quand des sociétés d'arboriculture disent oui, il faut jeter, brûler le bois, pour nous, ça nous stresse. Quoi, hein. Ça nous stresse parce que nous, on achète ça. Quoi. Voilà. C'est second degré, évidemment. Quoi. La taille. Alors le plessage, c'est pas vraiment de la taille, c'est la finalité qui elle, vraiment détermine l'action. Le plessage, qu'est-ce que c'est? C'est la formation, la mise en forme de végétal pour faire des clôtures. Je rappelle que dans beaucoup de régions, on avait des clôtures qui résistaient aux taureaux. Et qui n'étaient pas franchissables par les lapins notamment. Les lapins ne passaient pas à travers. Et qui coûtaient rien, quoi. Et des clôtures qui duraient 200-300 ans, quoi. Une fois qu'elles avaient été mises en forme, elles vous rapportaient de l'argent chaque année. Hein, et ça coûtait pas. Pourquoi? Parce que c'était du petit bois, c'est du fourrage, des trucs comme ça, vous taillez, hop, le bétail avait à manger. Hein. Donc c'était pas du travail, c'était pas de la plaie, quoi. Hein, c'était pas du coût. Donc le plessage, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à entailler la base des tiges, hein, du tronc des jeunes arbres, constituant un lait, donc en limite de parcelle, voilà, et elle est couchée horizontalement et ça repart. Voilà, donc j'ai fait un petit croquis, ça c'est ce que je mets dans les marchés publics, les appels d'offres d'entreprise pour leur expliquer comment faire ça, et alors regarde, et après ils vont le faire. Donc on voit le tronc qui a été entamé comme mordu, hein, donc c'est comme les charnières, vous avez souvent dans les pièces en plastique, on a écrasé, on a fait un pli dedans, et par affaiblissement c'est ce qui localise un point de faiblesse, donc un endroit où il va y avoir une pliure. On fait dans les boîtes, dans les charnières, les pédales d'accélérateur de Mercedes sont fait comme ça, il ne faut pas dire que c'est de la merde. Hein. En faisant un affaiblissement localisé, on localise les déformations, et du coup ça fait une charnière. Et là c'est ce qu'on fait. Donc on fait une entame dans le tronc, et on ne garde que le libère, donc la partie vivante où circule la sève, et on plie la bête, et on l'attache, on la coince comme on peut dans les frangins, à côté, comme ça. Et puis ce qui va se passer, donc ça c'est pour les clôtures anti-rongeurs ou anti-renards, on le rabat au ras du sol, mais vraiment au ras du sol. Et là, ils vont se développer des branches latérales en barreaux de chaise. Mais vraiment serré, quoi. Hein. Et si vous voyez ce que ça donne avec des hêtres, des charmes, c'est fermé, il y a des pièces de bois comme ça, quoi. Là, vous venez plus avec un petit outil pour les tailler s'il faut rectifier la chose. Hein. C'est du bois plein. Voilà. Et ainsi de suite. Et en photo, ça donne ça. Alors, évidemment, c'est folklorique. Hein. Tous les bobos en ville font ça. Il y a même des associations qui se font primer, payer pour faire ce genre de conneries, quoi. Et ça fait bien, quoi. Et bon, je dis pas que c'est pas bien, mais ça coûte la peau des fesses, quoi. Il faut en avoir un usage, il faut avoir des taureaux, il faut avoir du bois à rien foutre, il faut avoir un besoin de haies. Hein, si c'est juste pour conduire les mémés et pour éviter que les petits chiens aillent faire leur crotte, je trouve que c'est vraiment un peu cher, quoi. Mais bon. Donc là on voit bien, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit la charnière qui a été formée au ras, ici, des fois c'est un peu éclaté, le tronc se fend, c'est pas grave. L'essentiel c'est que le libère, donc la partie périphérique du tronc, soit continue. Et ça repart.
Hein, on a l'impression que c'est un boulot de dingue. Non, non, c'est très bien fait là. Et puis, donc on a mis des piquets plantés pour bien caler la chose. Et puis en haut, on met un petit tourlet. Et ça va partir. Et si vous revenez dans 200 ans, 300 ans, hein, la clôture fera... il y aura des sections de bois énormes. Énormes. Voilà, c'est donc le plessage. Avant-dernier, je crois que c'est le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre. Cas particulier de la taille de vigne. Alors nous, on travaille avec un vigneron. Je fais un peu de pub, hein, j'ai pas le droit, mais je m'en fiche. C'est la maison Lissner, que vous connaissez peut-être. C'est donc des anciens vignerons, et actuellement, c'est monsieur Schlegel qui l'a repris, je crois, qui est agronome. Donc c'est pas forcément un apprenti sorcier qui a pris ça par, on va dire, empirisme. C'est quelqu'un qui s'est posé les questions en grand et qui a choisi de ne pas reprendre ça comme la Chambre d'agriculture lui imposait. Voilà. Et donc, on rappelle les choses. La vigne est une plante de forêt à feuillage tardif, produisant annuellement 7 à 8 mètres de liane. Donc, l'option con, déjà, c'est de tailler cette plante. On va dire que si elle fait 7 à 8 mètres de liane, pourquoi ne pas se mettre dans un cas de figure où on les laisse faire ces 7 à 8 mètres de liane? Tailler une vigne, c'est déjà un combat perdu. La vigne fait 600 ans, 800 ans, c'est perdu, quoi. Vous n'y arriverez jamais, quoi. Elle sera toujours là après vous, quoi. Donc, première chose à faire, vous ne taillez pas une vigne. Vous laissez faire, c'est 7 à 8 mètres, c'est tout. Moi j'ai ça, je ne sais pas comment elle fait, 20 mètres chez moi. Et à un moment, elle s'arrête de faire du bois. Elle ne fait plus que de petits bois. Elle fait des grosses grappes, des petits bois. Elle a éteint son maximum et puis c'est tout, quoi. Donc, première chose, la vigne aime l'ombre. Deuxièmement, ça ne la dérange pas du tout d'avoir une compétition avec des mauvaises herbes. Pour ceux qui appellent ça des mauvaises herbes. Moi j'aime bien parce que c'est un peu moqueur, quoi. Mauvaise, il y a les mauvais, les bons et les gentils, quoi. Et, il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes, quoi. Et là, les mauvaises herbes, on va les enlever. Non, les mauvaises herbes ne font absolument rien à la vigne. La vigne est faite pour monter sur des arbres de 10, 20, 30 mètres de haut, quoi. Donc c'est pas des mauvaises herbes qui vont déranger la vigne. Et donc surtout comme elle vient annuellement, elle a souvent besoin aussi de cette protection. Elle peut très bien partir d'un fouillis inextricable, elle part, elle était au frais, elle vient tardivement, quoi. Voilà. Ensuite, les vignes prospèrent, protègent. Deuxième constat qu'il faut avoir à l'esprit, les vignes protègent. Moi je dis, elles emballent, hein, comme une mère protège son bébé. Les feuilles sont comme une main de maman. Elle prend son fruit, elle l'emballe complètement. Regardez une vigne naturelle, elle a quasiment, la grappe ne voit quasiment jamais le jour. Dans les vignes, quand vous allez dans le vignoble et que vous voyez des grappes, c'est que le vigneron n'a pas la culture de la vigne. Il a la culture peut-être du syndicat apicole, il a la culture de Rhône Poulain, il a la culture de plein de gens comme ça, hein, de Cahuzac, hein, le monde de l'argent, le monde des intermédiaires, le monde de la revente, l'achat, mais pas la culture de la vigne. La vigne ne montre jamais son grain. Elle a un ratio qu'il ne faut pas modifier, feuillage-vigne. Quand les grappes arrivent, il ne faut plus du tout tailler. La grappe vit dans l'ombre. De temps en temps un peu de lumière, mais majoritairement, elle n'a pas toute la journée de lumière, le soleil, quoi. Donc, deuxième constat, les grappes doivent toujours être emballées par les feuilles. C'est sa situation normale. Et c'est comme ça. Bon, pas après quand elle fait tomber ses feuilles, quoi, hein, toute seule, mais en période de maturation, de croissance du raisin, le raisin est toujours à l'ombre. Donc on ne touche jamais le feuillage à partir du moment où le fruit apparaît, on ne touche plus le feuillage. Voilà. Donc ça c'est le cycle naturel. Sa durée de vie est de 600 à 800 ans. Période et nombre de tailles. Si vous voulez tailler, pourquoi tailler une vigne alors que je viens de dire que ce n'est pas nécessaire? Pourquoi? Parce que s'il y a des viticulteurs, vous le savez, que le règlement impose, je ne sais pas combien, 600 pieds à l'hectare ou un truc comme ça, une connerie, quoi. Hein. Enfin un truc, mais... Normalement, vous mettez un pied de vigne pour 20 mètres de fil. 30 mètres de fil, d'accord? C'est ce que j'ai. J'ai travaillé au service de l'inventaire à Strasbourg. C'est le service qui s'occupe de recenser le patrimoine de la population alsacienne. Et pendant 2 ans, je visitais les anciennes exploitations agricoles abandonnées, celles qui n'avaient pas encore été rasées ou transformées en je ne sais pas quoi. Et donc c'était des demeures riches, très riches. Évidemment pas les plus pauvres, hein. On n'allait visiter que les plus riches. Et mon travail, c'était en tant qu'architecte, je faisais des dessins, je faisais des croquis, des trucs comme ça. Je tombais, c'était l'été, on faisait ça parce que l'hiver, c'est pas confortable, donc quand c'était beau, on sortait. Et c'était souvent au moment où les vignes fructifiaient. Et je trouvais des vignes avec des pieds de cette section-là, énormes, qui faisaient toute la clôture. Et le raisin, mais extrêmement bon. Mais magnifique, quoi. Donc il ne faut pas me dire que ça ne marche pas.
Il ne faut pas dire que ça produit rien, il ne faut pas dire que ça ne vient pas de chez nous. C'est faux, c'est des choses qui ont été oubliées. Service de l'inventaire, c'est Place de la République à Strasbourg, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai encore travaillé longtemps dans les trucs, c'est des situations que j'ai rencontrées très fréquemment. Des vignes énormes, j'ai jamais vu des troncs de vignes comme ça, quoi. Et ça vit très vieux. Donc malheureusement, cette contrainte impose aux viticulteurs de mettre un pied tous les 50 cm. C'est une question, c'est un truc, mais c'est fait pour provoquer la taille. Dans cette situation, c'est comme si vous demandez aux gens, ben, on vous interdit d'avoir des enfants si vous n'en mettez pas 40 dans une chambre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout, et posez pas de questions, quoi. C'est sûr qu'avec 40 dans une chambre, ils vont développer plein de maladies. Comme par hasard, derrière le mec qui vous dit ça, il y a le vendeur de médicaments, quoi, hein. C'est fait pour créer des maladies, c'est tout, quoi. Une vigne, c'est un pied tous les 30 mètres, pas plus. Donc comme on ne peut pas remettre cette situation en question, donc le viticulteur il en a un tous les 60 cm, il est obligé de les contenir, ben, il va tailler quand? Il va tailler une fois en hiver, c'est tout. Et surtout pas en été ou en automne, rarement au printemps, où là, quand elle se développe vraiment vraiment bien, on se contente d'enrouler les branches. Donc, vous pouvez aller voir, hein, c'est pas... moi je transmets le savoir, mais si vous voulez voir ce que ça donne, allez voir la maison Lissner à Volksheim, et donc de loin, pour nous c'est magnifique, pour les voisins c'est horrible, parce que les voisins ils ont des haies comme à Versailles, c'est presque millimétrique, hein, c'est des trucs comme ça. Moi je trouve ça joli, hein, parce que c'est géométrique, mais c'est pas de la vigne. Et chez lui ça part dans tous les sens, hein, il y a les bras qui se lèvent jusqu'à ce qu'ils soient et après ils tombent. Et donc on voit de temps en temps M. Lissner remballer ces trucs comme ça, il les enroule autour du fil, c'est tout ce qu'il fait. Donc c'est une taille de conditionnement au début, c'est pas une taille de souffrance ou autre chose, quoi, ou d'équilibrage, je sais pas quoi, hein. Voilà. Donc on se contente d'enrouler les lianes. C'est une liane, on l'enroule, c'est tout. Et il ne faut surtout pas réduire le feuillage en été ou en automne. Je vous l'ai dit pourquoi, parce que autrefois, vous le savez, ça figure dans tous les bouquins, le sucre du raisin vient de la feuille. Quand au moment de la maturation, vous enlevez les feuilles, vous avez automatiquement un ralentissement de la maturation du raisin, un appauvrissement de la teneur en sucre du raisin et, dans beaucoup de cas, l'impossibilité de mener à terme sa fructification. Ça tombe bien. On va vendre du sucre, on va chaptaliser, on va vendre des médocs et on va vendre des produits chimiques parce que les grains commencent à pourrir, elles ne terminent plus, enfin et puis on prend l'habitude de récolter le raisin vert. Faites votre enquête, 90%, 95% pour ne pas dire 100% des viticulteurs que je connais récoltent le raisin vert. Si vous êtes dans le métier, vous trouvez ça normal. Moi qui ne suis pas dans le métier de viticulteur, c'est une folie pure. Et alors ils vont dire, mais ça marche pourquoi? Parce qu'on met des correcteurs de goût, on met du sucre, on met plein de saloperies dans le vin parce qu'il ne se garde pas, quoi. Mais pourquoi toutes ces attitudes inadmissibles? Alors qu'on peut maintenir le raisin avec un taux de sucre très élevé et en parfaite santé. Si vous ne taillez pas pendant toute la période après la floraison, quoi, vous arrêtez, ça va être interdit de tailler, quoi. Parce que, comme dit, le feuillage est fondamental et déterminant pour la qualité du produit, donc jus, gras, raisin, grain ou vin, quoi. Donc il ne faut surtout pas réduire le feuillage. Une fois que vous avez défini le volume de votre vigne, il ne faut plus intervenir sur ce ratio fruit-feuillage. La vigne gère, elle laisse tomber ses fleurs pour avoir exactement le ratio qu'il faut de grains par rapport à son feuillage. Donc cela expose les grappes au coup de soleil, ça je vais expliquer. Parce que vous le savez, hein, les raisins qui soient noirs ou blancs ne supportent pas le soleil, ils se chopent des coups de soleil. Et après, donc ils ont des maladies, donc aux champignons. Et donc comme par hasard, le gars qui vous a dit de tailler, il a sa frangine ou sa belle-mère qui vend des produits de traitement. Et des tracteurs qui vont avec et des machines qui vont avec, quoi. Donc commencez pas à couper, comme ça vos grains de raisin sont protégés du soleil. Cela ralentit et étale dans le temps les mûrissements des fruits, je vous l'ai dit, hein, puisqu'en fait il y a moins de feuilles, donc le peu de sucre qu'il arrive à faire avec le peu de feuilles que vous lui avez laissé, ben, il faut qu'il le répartisse. Donc du coup, la maturation s'étale et n'en finit pas. Et au moment de dégeler, paf, il n'est toujours pas mûr. Ensuite, bon, ceux qui font le boulot correctement, ce qui n'est pas le cas parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu un vigneron qui cueillait. Maintenant, quand il cueille tout. Vert et moins vert, hein, mais mûr, pas. Donc, quand on fait le boulot correctement, quand on a taillé en été ou juste avant la récolte, eh ben, il faut récolter en plein de fois. Vous commencez à récolter que ce qui est mûr, quoi. Eh ben, ce qui n'est pas mûr, vous le laissez, quoi.
ben, c'est une catastrophe. Vous arrêtez pas de cueillir, quoi. Hein. C'est une connerie. Alors que si vous n'avez pas touché votre feuillage, il était nickel, gorgé de sucre et tout mûr en une fois. Voilà. Ou du chaptaliser le vin. Et ça, c'est la solution, quoi. La solution à tous les problèmes, quoi. Chaptalise, produit chimique, correcteur de goût, ça marche. Voilà. Encore de choses à ne pas faire, apporter artificiellement de l'azote dans le sol, ce qui produit un feuillage très développé de couleur vert foncé. Quand vous avez un feuillage vert foncé, ce qui est beau, je n'ai pas dit le contraire, vous avez une vigne déséquilibrée à cause du sol, à cause du comportement du vigneron. J'ai plein d'exemples où les vignerons s'amusent à monter des sols de plaine, donc de bas de talus ou autres, hein, donc où il y a eu de l'érosion des sols, de nouveau sur les pentes et l'étal. Ça leur fait des magnifiques vignes, quoi. Mais c'est à ne surtout pas faire. Vous voulez avoir du bon raisin, mettez-le dans les cailloux, dans les sols pauvres. La vigne, c'est une plante de sol pauvre. Et c'est contraire, quoi. Ils vont même faire pire, ils mettent de l'engrais foliaire, quoi. Ça, c'est une catastrophe, quoi. Évidemment, après, ils ont des feuilles à crever, quoi, ce qui implique de tailler. Encore plus, quoi. Voilà. Autre chose à ne pas faire, et ça, on le voit tout de suite, enlever les grappes lâches, alors que dans la vigne, naturellement, les grappes sont disjointes. Pas tous, évidemment, il faut modérer ça. Il y a des espèces qui sont très compactes. Mais en moyenne, en général, la vigne, le pied de vigne fait mourir une fleur sur deux pour que les grains ne se touchent pas. Donc vous avez une grappe dégueulasse là qui fait 30 cm ou même des fois 40 cm, quoi, et vous avez plein de trucs, vous avez encore les restes de fleurs dedans, quoi. Ça a l'air, c'est une grappe qui a merdé, quoi. Ben non, c'est l'inverse, ça c'est une grappe en bonne santé. De façon à ce que quand un grain est contaminé par un insecte qui a pondu dedans, un champignon ou quoi que ce soit, ben ça ne contamine pas le reste. Donc du coup, tout votre vignoble sent bon. L'année dernière, je ne sais pas si vous êtes baladé dans le vignoble, ça sentait le pourri. Ça sentait l'acide acétique, pourquoi? Parce qu'il y avait non seulement comment elle s'appelle, la Suzuki, ouais, qui était là, mais en plus il y avait d'autres, on avait de l'eau, il y a plein de trucs comme ça, c'était l'horreur, ça sentait le pourri, ça sentait pas le vignoble, ça sentait le pourri, quoi, le vinaigre. Moi j'aime le vinaigre, ça tombait bien, mais c'est pas du tout. Et donc si vous avez des grappes lâches, allez chez Lissner, on a fait les vendanges, donc je sais de quoi on parle, hein. On a fait les vendanges chaque année, maintenant on fait les vendanges chez lui, c'était le seul vignoble qui sentait pas le pourri. À certains endroits oui, hein, évidemment, et c'est pas parfait, mais c'était très rare. Il n'y avait quasiment pas d'acide acétique dedans, parce qu'il a des grappes lâches, très longues et disjointes. Évidemment, les autres, c'est pas sculptural, hein, quand vous avez une belle grappe compacte, vous savez, des grappes tellement dures, vous n'avez même pas à extraire un grain, quoi. C'est magnifique, c'est beau, quoi. C'est pas l'état normal d'une vigne. C'est parce qu'on a foutu de l'engrais, donc on a shooté la vigne, et la vigne, elle n'a pas la force pour résister à ça, elle pousse à mort, quoi. Elle n'a pas ce contrôle-là, quoi. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc il ne faut pas laisser les grosses grappes et le vignoble se développer dans ce sens-là, quoi. Et voilà, donc ça c'est très important. La grappe doit être ventilée et les grains disjoints. Comme dit, il y a des variétés qui ne le font pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les grains sont toujours soudés, des petites grappes, hein. C'est un peu différent, quoi. Et donc le seul moyen, si vous avez des grosses grappes compactes, comme c'est dans le vignoble alsacien, c'est arroser de fongicides. Des fongicides, parce que une fois que ça va être contaminé, cette saloperie, comme tout se touche, vous avez les grappes pourries. Et c'est tous les rangs, vous rigolez, vous le savez, quoi. Ça pue le pourri, ça pue le vinaigre, ça pue. C'est pas un vignoble, quoi. On cultive la maladie, quoi. Donc le truc à faire, c'est maintenir ces grappes aérées toujours, quoi. En fait, la conduite de la vigne est hyper simple. Il y a 2-3 choses à savoir. Si vous les faites, vous avez tout de suite un procès. Des voisins, de la mairie, c'est comme ça, hein, je le dis parce que j'ai plein d'expérience, quoi. Je ne vais pas citer les noms, parce que M. Lissner n'est pas le seul, il n'a pas de procès, mais ça ne se passe pas très bien, parce que ça a une drôle de gueule, quoi, hein, parce que déjà on lui fait tout le temps, t'es jamais dans ton vignoble. Bah oui, il a autre chose dans sa vie que de faire du tracteur, quoi, hein, toute la journée, c'est pas Alain Prost, quoi, hein. Et donc c'est ça, hein, c'est de réflexion, quoi. Mais comme dit, vous en connaissez d'autres, il y en a d'autres dans la région qui font ça et ils ont aussi des ennuis. On l'a dit, ta vigne elle ressemble à rien. Prenez des gravures du 16e, 17e, c'était ça la vigne. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc ne pas faire, j'ai dit, apporter des apports artificiels d'azote, ce qui ça j'ai déjà vu, hein, je crois. J'ai cliqué 2 fois, pardon. Supplément gratuit. Voilà, l'aspect d'une vigne. Alors ça c'est une vigne sauvage, hein. Vous avez donc des feuillages très clairs. Et vous voyez bien ici, hein, c'est pas si vous vendez des grappes comme ça au marché, les gens ils vont dire mais c'est pas une grappe ça, punaise, il n'y a rien à bouffer dessus, quoi.
Ben oui, je suis le premier à le dire. Moi, j'avais pas ces grappes-là et je les enlevais. Je me suis dit, punaise. En plus, quand il y a des araignées, vous le voyez, vous dites, punaise, elle est pas belle. Déjà, elle est pas belle. En plus, vous voyez l'araignée. L'autre, c'est pareil. Vous avez non seulement des araignées, des chenilles, des asticots, vous avez tout dedans, mais vous le voyez pas. Ou alors le mec a traité comme un fou, quoi. Mais l'aspect normal d'une vigne sauvage, c'est ça. Donc il faut pas revenir vers on va dire les modèles qu'on essaye de mettre dans la tête des gens, hein, les modèles de la Chambre d'agriculture, qui sont des modèles malades, qui cultivent la maladie. Comme dit, là aussi, il faut modérer en fonction des variétés. Hein. Voilà. Gérer un patrimoine, ça c'est le dernier chapitre. Donc, gérer un patrimoine concerne essentiellement 3 cas de figure. Quand vous avez le cas d'un arbre émondé, qui n'a pas été taillé depuis longtemps, donc c'est une trogne sur laquelle c'est plus des petites tiges que vous avez, mais c'est des énormes perches des branches. Et alors souvent, c'est le tronc à la même taille que les branches. Et il y a 5, 6, 10 branches. Et on a ça dans la forêt rhénane. Il y a des forêts, des parcelles entières qui ont, je sais pas, 500, 600 anciennes trognes qui n'ont pas été taillées depuis 50 ans. Le tronc a la même taille que les branches. C'est énorme, vous voyez ça, c'est colossal. Et en fait, à l'œil, vous sentez que le tronc, il tient à rien. Si vous commencez à éclaircir la forêt, le premier coup de vent, tout est par terre. Alors, que faire avec ça? En fonction des espèces, vous pouvez rattraper le coup ou vous ne pouvez plus rattraper le coup. La plupart du temps, on ne peut pas rattraper. Pourquoi? Parce qu'il va claquer, il ne résiste pas du tout à un recépage. Enfin, un recépage de toute façon pas, mais à une taille où vous enlevez toutes les branches, c'est fini, il ne supporte plus. Certains y arrivent encore, hein, le saule résiste très bien. Il y a des essences qu'on peut récupérer, mais la plupart du temps, c'est perdu. Pourquoi? Parce que déjà, suivant les espèces, on peut, on ne peut pas. Ensuite, ce qui permet ces départs nouveaux, ce sont les bourgeons dormants. Vous le savez, hein, les arboriculteurs le savent. Ces branches qui viennent de nulle part, ce sont toujours des bourgeons qui sont en attente, qui sont là et qui sont destinés à faire repartir la plante en cas de je ne sais pas quoi, pas d'incendie, mais de renversement du tronc, ou je ne sais pas quoi. Hein. Et donc l'arbre peut repartir de nulle part. Il y a une branche qui pousse comme ça, qu'il n'y avait rien. C'est des petits bourgeons qu'on appelle bourgeons dormants. Et ceux-là ont une durée de vie. Au-delà d'un certain temps, ils meurent. Et donc ces troncs qui ont été délaissés, qui n'ont pas été talés, ils n'en ont quasiment plus, ça ne peut plus repartir. Quoi. Donc même s'il survit, il ne fera plus rien. Peut-être une branche, c'est tout. Quoi. Alors la première solution, donc, pour récupérer la chose, la plus fréquente, c'est on taille en laissant tire-sève. C'est-à-dire qu'on taille tout, mais on laisse une branche. C'est facile à comprendre. Le gars, il comprend qu'ils m'ont tout enlevé, mais au moins il laisse une branche. Donc elle voit la lumière, il y a encore un peu de feuillage dessus possible. Donc en général, ça minore le choc. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle un tire-sève. C'est vraiment dégueulasse. Vous avez un tronc, une tête, et puis un truc là, qui part comme ça. C'est vraiment... on se dit, le mec a mal fait son boulot, il a oublié ce truc-là. Mais c'est fondamental, le tire-sève va permettre, c'est l'espoir qui va permettre encore une dynamique de survie à l'arbre. Deuxième solution, on taille plus haut que le plan de coupe. Parce qu'il y a encore des bourgeons dormants dedans, et le choc est moins grand. Donc soit on prend donc, le tronc, la tête le bourrelet et puis les branches et on fait une belle couronne, hein, on a ça souvent en vigne, donc si on a 30 branches, ah bah, le gars il doit se taper les 30 branches comme ça fait une belle boule, c'est très plastique, c'est un choc qui est encore acceptable. Et d'année en année, on va tailler plus serré et à un moment on va se retrouver nous à la tête, au bourrelet. Quoi. Et donc là c'est reparti, mais c'est long et ça coûte cher, surtout parce qu'il faut chaque fois reprendre branche par branche. Je rappelle qu'on taille proprement, hein, c'est pas comme un sauvage. Vous les arboriculteurs, vous savez qu'il faut tailler une coupe franche, nette, pas juste scier comme ça. Quoi, hein. Ou arracher. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui nécessite du temps. Voilà. Ça c'est pour l'arbre, en général c'est mal parti quand ça n'a pas été traité. Cas d'une vigne abandonnée, on fait rien. Elle a retrouvé son état normal, surtout pas la rapetisser. Quoi, hein. Vous la laissez comme ça, c'est tout. Hein. Elle a accédé au bonheur, elle a oublié ce que c'est que la mutilation, laissez-la, foutez-lui la paix. Comme dit, sa vie 600 ans ou 800 ans. Hein. Si c'est un vieux pied, en plus, il a des chances de passer le temps. Cas d'un arbre taillé en conventionnel, et ça sera le dernier mot là, c'est ce qui nous est arrivé avant d'accéder à la littérature, parce que dans la littérature, on trouve beaucoup de vergers qui ont été donc conduits en conventionnel pendant 50 ans, et puis c'est souvent des problèmes économiques ou de succession qui poussent l'exploitant à se dire mais je peux plus payer, c'est tout, le coût de la taille il est largement trop élevé, il est au-dessus du bénéfice, donc ou j'arrache tous les arbres, ou je les taille plus. Quoi, hein. Et en fait, ils s'en portent très bien les arbres.
Et nous, c'est ce qui nous est arrivé, puisque ma mère nous élevant seul avec 2 gosses, nous on était comme des ados normaux, c'est-à-dire chiants et paresseux, quoi. Donc à un moment, on a arrêté de tailler les arbres, quoi. Donc on avait les premières années quelqu'un qui nous les taillait, et puis après, maintenant, comme dans la littérature, l'arbre se taille tout seul. Donc effectivement, vous avez beaucoup de bois mort qui tombe dessus. Hein, c'est un peu chiant, vous poussez des coudes, ça casse. Quand ça casse pas, c'est pas grave, mais vous montez dedans. Les arbres sont pas très grands, puisqu'ils ont été. C'est quand même bien de les avoir nanifiés. Donc c'est jamais des pommiers qui montent très très haut. Mais vous laissez l'arbre, vous arrêtez de le tailler du jour au lendemain, ça se passe très bien, quoi. Donc vous avez quand même néanmoins 2 situations. Si vous avez un arbre jeune, hein, comme c'est ce que j'ai là j'ai des arbres sur ma voiture, c'est des arbres du commerce normal taillés. Ben, vous ne pouvez pas le laisser comme ça, il faut le tailler pendant 3-4 ans, histoire de le laisser repartir correctement, sinon il va avoir une couronne qui va se déchirer, il va partir trop vite et la charpente ne sera pas bien formée. Donc on se conseille quand même pendant 3-4 ans de faire venir un tailleur qui le taille bien, et une fois qu'il a sa charpente qui est bien faite, son tronc, là vous pouvez le laisser partir en couille, quoi, si on veut, quoi. Mais c'est comme ça qu'on fait, nous l'arbre se taille tout seul, quoi. Donc petit bémol, quand l'arbre est jeune, il faut continuer ce processus de taille, parce que souvent il ne survit pas, quoi. Et sinon laissez faire. Voilà, je crois que c'était le dernier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore après? Bibliographie et vidéographie, rapidement, les associations partenaires. On a la Maison Botanique. Pour tous ceux que ça intéresse, il y a une association géniale, je crois que c'est la seule qui fait ça en France, qui a regroupé tout le savoir-faire, et ils ont édité 3 choses. La meilleure, c'est... donc d'abord je passe les noms et après je vous montrerai les ouvrages. La Maison Botanique, je ne comprends pas ce nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, Vigneron de la biodiversité, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est monsieur Schlegel de la Maison Lissner. Il partage même avec ses concurrents, donc même si vous êtes vigneron, allez le voir, de ma part. Hein. C'est de lui que je tiens tous savoir, hein, entre autres, notamment après, c'est vrai qu'on trouve beaucoup sur la littérature de l'exploitation traditionnelle des vignes dans les hautains, donc à 6, 7, 8 mètres, mais ça je trouve ça pas forcément très performant. Mais la conduite moderne de la ville, selon M. Schlegel, je vous la recommande. C'est une sacrée claque, hein. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai que la vigne a besoin de très peu d'intervention. Et la vigne en Alsace est très résistante et donne d'excellents fruits. En gros, tout ce qu'on ne voit pas, quoi. Hein. La vigne alsacienne donne que du raisin pourri, jamais mûr, les feuilles, comme le pied, comme le raisin, est malade en permanence. Pire, il est strictement interdit de laisser tomber un bout de bois par terre parce que vous avez ce fameux champignon qui n'est absolument, pour lequel il n'existe pas de remède. C'est une horreur. La vigne alsacienne, c'est une horreur. Allez voir M. Lissner, vous verrez que ça marche tout seul, il n'a besoin de rien, pas de problème. Vous pouvez dormir tranquillement la nuit, vous pouvez même partir en vacances. La vigne n'a pas besoin de vous. Troisième adresse, c'est Brandpai Alsace. On a plein d'articles si le sujet vous intéresse. Donc vous tapez BDP Alsace et il y a des vidéos, plein de choses comme ça. Alors les ouvrages, et j'ai terminé. Donc après les ouvrages, vous avez le cahier technique. 5,80 € le meilleur. Sur la trogne. Il y a tout dedans. Comment récupérer une trogne, les techniques de trogne, les figures en fonction des régions. 5,80 €, il n'y a pas d'arnaque, c'est votre petite association qui le fait, c'est noir et blanc. Hein. Il n'y a pas de pub dedans, vous n'êtes pas obligé de boire des conneries, Renault, couche culotte, lessive et tout ça. C'est super pratique, génial. 5,80 €. Deuxième bouquin génial, c'est Les Trognes, c'est celui-là, 32 € à offrir pour Noël. Il y a aussi dedans des magnifiques photos, hein, ça vous montrera des paysages sublimes, de toute façon vous le savez, quoi, hein, c'est l'échelle humaine. Hein, les gens qui me disent je ne vais pas tailler mon arbre, ça les fait du mal, je dis mon cul, va ramasser des pommes à 30 mètres une fois. Hein. C'est quand même bien d'avoir un paysage formé par l'humain, c'est une intelligence hein, aussi. Vous voyez ce que c'est que la culture paysanne. Donc 32 €, vraiment très bien, beaucoup de techniques. Et après, vous avez il y a encore un autre livre, mais il est un peu moins performant, toujours édité par la Maison Botanique. Hein. Et ils vendent par correspondance, sont géniaux, quoi. Ensuite, Plaidoyer pour l'arbre de Francis Allais. Là aussi, vous voyez les conférences sur Internet, achetez ce livre, c'est un délice, vous allez vous régaler, ceux qui se travaillent avec les arbres et qui ne le connaissent pas encore. Après, il y a toujours, ça c'est à télécharger, et j'ai rapidement terminé, hein, le système verger potager de Phil Corbett. Alors vous l'avez sur BDP Alsace, c'est en téléchargement, donc vous allez sur notre site, vous allez dans la rubrique téléchargement et vous avez plein de documents comme ça. Ça c'est intéressant, ça reprend un peu ce que j'ai expliqué. Conduite de la haie de plessage, là aussi c'est un PDF du Conseil d'architecture et d'urbanisme de la Sarthe. Ils se sont donné du mal, c'est un organisme public donc vous pouvez pomper le document, c'est vous qui l'avez payé. Ensuite, taille d'été des arbres fruitiers. Là c'est une fiche, toujours dans la rubrique téléchargement de BDP Alsace. C'est une fiche qui vous explique correctement, un peu plus détaillé que ce que j'ai fait, comment faire une taille d'été.
Et même, elles expliquent les différentes tailles pour les différents autres arbres. Un peu plus de détails. Ensuite, la taille de Lorette qui date de 1913. Hein, c'est cette fameuse taille de Lorette. Je crois que c'est la taille d'été, la taille de Lorette, il me semble. Hein. Voilà, donc c'est une première fois en 1913 et après repris en 1946. Je crois que vous ne trouverez pas là. Hein. Je vous donne quand même le titre simplement pour frimer, quoi. Voilà. Et c'est tout. Ah ouais, je cherchais mon sommaire, mais j'ai trouvé maintenant, il est à la fin. Voilà, j'ai terminé. On peut passer à des questions si vous avez. Voilà. Ah, il y a des vidéos aussi. Des vidéos, ça vous cherchez sur. Mais c'est que de l'anglais. Hein. Ça, c'est pour vous énerver. J'ai pas trouvé de vidéo en alsacien. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est bien, ça. Parce qu'il y a un pot après, je crois. Hein, si, Voilà. Pas de question une fois, pas de question deux fois. Une question. Deux questions. Je vous en prie. Ouais. Alors, moi je conseille, comme dit, trogne, il faut avoir besoin des sous-produits, c'est-à-dire du bois, des rameaux, des brindilles, des feuilles, quoi. Donc, pourquoi toyer en trogne un pommier? Je vois pas l'intérêt. Un pommier, vous le conduisez en taille d'été, c'est tout. La trogne s'impose que si vous avez besoin de gros besoins en bois. Alors, qu'est-ce que je vois comme bois intéressant? Le noisetier, par exemple. Tous les fruits à noyaux, type couette, prune et tout ça, vous pouvez les couper. De toute façon, si vous ne coupez pas, c'est pareil, ils repartent du sol. Ceux-là, ils drageonnent comme des tarés, quoi. Donc ceux-là, vous pouvez de temps en temps les emmerder, quand, se venger, quoi. Tac, vous les coupez, ça fait du bois, quoi. Mais on ne taille pas pour tailler, quoi. Donc en général, moi je distingue clairement le fruitier de la production de feuilles, donc pour le fourrage, et le bois. C'est deux choses totalement différentes, quoi. Donc, et comme dit, les pommes, vous les conduisez, tout ce qui est fruitier, vous le conduisez en pinçant les bourgeons, ça suffit. Hein. Ah oui, petite nuance, là je travaille par exemple pour des éleveurs. Alors eux, évidemment, je leur vends un autre produit. On achète des arbres d'arboriculteurs normal, c'est-à-dire qu'ils sont gréés, des hautes tiges, et puis on les taille un petit peu quelques années, après je les laisse donner. Pourquoi? Parce que ça fait de l'ombre pour les vaches, c'est nickel. On met les vaches dehors quand il y a les récoltes, et après on met de nouveau les vaches dedans, quoi. Et donc là aussi, on tire un peu parti de tout, quoi. Hein. On taille pas. C'est des arbres greffés qui se contenteront d'un certain volume intelligent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas monter à 30 mètres, quoi, pour nous emmerder. Ils ont un petit volume intelligent comme fait l'arboriculteur normal, et on n'a plus besoin de taille. On taille juste les premières années, et on a l'espace en dessous, quoi. Un permaculteur, il gère le tout. Qu'est-ce que je vais faire en surface de mon sol? Qu'est-ce que je vais cultiver comme légumes? Qu'est-ce que je vais mettre comme bestiaux? Qu'est-ce que je vais avoir comme sous-produit? Et c'est quand vous me présentez le tout que je vous dis, faites une taille trogne, faites une CP, faites une... Donc là, vous m'avez juste dit, taille une pomme, je ne taille pas pour tailler, quoi. Voilà. Une autre question? Souvent, on fait une distinction par rapport à la taille d'été, on fait une distinction entre les fruits à noyaux et les fruits à pépins, concernant la période. Ouais. Vous avez ça dans le document de Moucron. Et les pépins, en fait, ouais, les noyaux, je ne les taille pas, moi. C'est pas pourquoi, parce que c'est des arbres peu performants. C'est très bon, hein, les nectarines, les pêches. J'ai toujours, les abricots, j'ai toujours que des emmerdes avec. Peut-être que vous en avez, vous, des magnifiques, mais c'est toujours des arbres qui vieillissent, enfin, ils vieillissent mal, à part la pêche, quoi. Hein. Et ça vieillit mal, c'est un petit truc. Alors, je ne m'acharne pas sur eux, en général, je les laisse vivre, quoi. Et puis quand j'en ai marre, je les fous en l'air, quoi. Donc ceux-là, je n'ai pas de considération particulière. Peut-être que vous avez un savoir de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est un arbre peu performant par rapport à la pomme ou d'autres choses, quoi. Là, ça vaut le coup de se casser la tête. Mais les arbres à noyaux, je m'en mets pas, quoi. Et voilà, c'est une réponse de Normand, quoi. Autre question? Je ne me considère pas comme spécialiste, hein, vous l'avez bien compris. Je ne me permettrai pas de vous donner un cours de taille d'arboriculture normale. Hein. Ce n'est pas mon corps de métier, c'est le vôtre. Hein. Par contre, en taille paysanne, là, oui, je peux répondre, quoi. Pardon? Rien. Ah, attendez. Moi, je suis aussi paysagiste, donc j'aménage des tout petits jardins. Et là, effectivement, j'achète des colonnaires
j'achète des espaliers, des arbres comme ça, quoi. Parce que là, les mecs, quand ils ont 200 mètres carrés, qui veulent un gros verger avec plein de variétés différentes, quoi. Là, je fais appel à une société d'arboriculture et je vais prendre mes arbres comme ça et on fait de la taille normale, quoi, hein, en gobelet, en tout ça. Et là, ça vaut le coup, quoi, hein. Mais ça, c'est une situation artificielle, quoi. Moi, je considère que le mec normal, il ne vit pas en ville, il vit à la campagne, quoi. C'est pas la référence, le mec qui torture les arbres comme ça pour les faire des ultra plats. C'est joli, hein. Comme dit, en tant qu'architecte, j'aime bien, moi, les dessins d'étoiles, c'est des arbres de Noël, tout ça, avec des pommes, c'est bien, quoi. Mais c'est pas, je parle de la situation normale qui coûte rien, qui produit beaucoup, qui fait pas de maladies, qui fait des gros arbres en foutant rien avec des vaches, qui vit bien avec des vaches, quoi. L'arbre d'espalier, c'est un truc de bourgeois, quoi. Vous en avez peut-être chez vous, hein, mais je qualifie ça d'œuvre d'art. Je ne qualifie pas ça de forme naturelle gratuite, quoi. Voilà, sans vouloir vous offenser, si vous en avez, quoi. Autre question? Ouais, c'est parfait, je crois qu'on peut passer au pot, hein. Non, encore une question? Je n'ai pas vu. Par exemple, pour la chenille, Quel... dans les fruitiers. Il faut me dire quelle chenille? Carpocaps ou des trucs comme ça? Ouais. Ah, faut me dire laquelle. Alors nous on mettait des pièges à carpocaps, et là on met plus, quoi. Alors comment est-ce qu'on fait? Nous on met énormément de nichoirs. En fait, il faut virer les chats déjà. Parce que les chats ont un prélèvement. Non, mais c'est pas une blague, hein. On a les statistiques. Là, un chat, c'est une catastrophe. J'adore les chats, hein. Les chats, c'est des félins extraordinaires. C'est une thérapie, le chat, c'est génial, quoi. Mais ça fout les oiseaux en l'air, quoi. Et les oiseaux sont les principaux prédateurs. Vos principaux associés sont les guêpes et les oiseaux. Les guêpes, je crois, ça consomme mais une quantité incroyable de pucerons, de chenilles, hein. C'est fou, hein. Mettez des nichoirs, pas les nichoirs à couillons, là, les nichoirs avec les trucs qui pourrissent, là. Attendez, un nichoir, déjà, un nichoir insecte, ça ne s'achète pas. Vous prenez des tiges creuses de renouée. La renouée du Japon, là, c'est cette saloperie-là. Vous la laissez quand elle a tombé ses feuilles. On a fait plein d'essais. Un nichoir insecte, ça coûte rien et ça doit être gros. Vous prenez les tiges creuses de renouée, vous les coupez à 20 cm, vous en mettez une quantité, mais 1 mètre carré. Hein. En dessous d'1 mètre carré, c'est de la foutaise, quoi, hein. Et vous mettez dessus une couverture pour pas que ça pourrisse, parce que la tige de la renouée n'est pas lignifiée, c'est un truc à moelle creux, hein. Et vous mettez toutes les sections, des toutes petites à des grosses. Vous avez les bombus, là, les bourdons. Et vous avez toute une variété de guêpes, des guêpes toutes petites que vous ne voyez même pas, qui ont comme caractéristique de pondre dans les pucerons, dans les chenilles. Celles-là sont vos plus gros alliés. Et évidemment, ce n'est pas les grosses guêpes qui vont après vous bouffer les fruits, quoi, hein. C'est des petites guêpes qui s'intéressent qu'aux insectes, quoi. Et après, les oiseaux, qui vont aussi manger les guêpes quand il y en a trop, quoi. Ce sont vos principaux alliés, quoi. Et... Oui, les oiseaux, je sais, il y a des limites. Oui. Les oiseaux, et alors il faut savoir, vous le savez peut-être mieux que moi, certainement mieux que moi, l'évolution du goût fait qu'on a évolué, il y a une étude dessus, hein. Il y en a plusieurs, certainement, mais moi je suis tombé sur une étude. L'évolution du goût fait qu'on a, enfin vous avez sélectionné les arboriculteurs, vous avez sélectionné des fruits de plus en plus goûteux et surtout sucrés, qui fait que le taux de sucre est tel que ça drogue les oiseaux et ils n'arrivent plus à résister. C'est une étude, je crois, de l'INRA qui est sortie là-dessus, quoi. Et on peut reprocher ça à personne, hein, de sélectionner des fruits de mieux en mieux. Nous, on est les premiers à faire ça aussi. On sélectionne le meilleur de ce que vous avez sélectionné, quoi. Mais n'empêche qu'on a un problème parce que la pression aviaire maintenant est ingérable. On ne sait plus faire autrement que de mettre des filets, quoi, hein. Ça, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, hein. Ça, c'est en permaculture. Moi, je suis emmerdé, je mets des filets. Ouais, je mets des filets, c'est tout, quoi. Mais pour la chenille, c'est les oiseaux, certains oiseaux, certaines époques et les chenilles, quoi. Autre question? Attendez, monsieur était avant? Ah non, moi je les achète, les manguiers. Il y a deux types. Il y a les manguiers, les aziminiers, on va appeler ça honnêtement, puisqu'on est en tant que spécialiste là, hein, parce que quand j'ai des non-arboriculteurs, je leur dis que c'est des mangues, mais bon, une société d'arboriculture, je ne vais pas leur faire ce coup-là, quoi. Pas ce mépris-là, on va dire. L'aziminier, en fait, pousse très bien, germe très bien, il a besoin d'être stratifié. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et une longue période de stratification. Donc les graines, moi j'ai un taux de réussite de quasiment 100%. Les graines doivent aller au freezer, et au moins pendant 7 semaines. Et après, vous avez 100% de réussite. Le problème, c'est qu'elles sont sexuées. Et vous ne remarquez le sexe qu'à partir de 12 ans, 14 ans. Alors moi, je ne me fais pas chier.
à mettre un champ plein de ces trucs-là pour après en virer les 3/4 si je me suis raté, quoi. Donc j'achète mes aziminiers chez un pépiniériste qui lui les greffe et me file des femelles. Terminé. Les femelles produisent 2 ans après la remise en terre, grands comme ça, ils commencent à me produire des mangles, enfin des azimines. Les pépiniéristes, alors il y en a un très bien qui c'est Dubosc, tapinier pépinière Dubosc, mais la semaine prochaine parce que on a commandé, je veux d'abord qu'il passe de commande avant, quoi. Il faut vraiment faire vite. Dubosc, sinon vous allez à Offenbourg, c'est la pépiniérie Kiefer Hopsveld qui en vend des petits, mais des excellentes. Hein. Ils vendent Davis et Prima, c'est les meilleures variétés. Et c'est pas ruineux, hein, c'est grand comme ça, c'est génial. C'est juste à côté, pas la peine de vous embêter. D'accord. Bon, je ne savais pas. Et nous, on va en produire. Je tanne le cuir avec Giesinger pour qu'il nous en fasse plein, parce que Giesinger bosse proprement, les autres aussi, mais j'ai mes préférences. Et il va essayer de nous en faire des bonnes variétés, quoi. Et c'est vraiment. Je recommande l'aziminier, c'est excellent. Hein. Voilà. D'autres questions? Et donc voilà, c'est pour ça que les gens disent très souvent ça se reproduit pas, c'est con. Non, ils savent pas que c'est stratifié, c'est tout. Il faut stratifier les graines. Et deuxièmement, c'est pas une bonne idée de les pousser, de les cultiver parce que avant 15 ans, 14 ans, 15 ans, vous savez pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est tout. Donc c'est complètement con, quoi. Pardon? Non, parce que ah oui, ceux qui sont greffés montent à 3-4 mètres de haut, pas plus. Et ceux qui sont pas greffés, c'est 12-14 mètres. Donc choisissez vos armes, messieurs. Moi, c'est le petit truc, hein. C'est tout, quoi. Moi, ça me va, 3-4 mètres, j'en mets 3-4 plus, puis c'est bon. Le problème, c'est qu'il faut les toucher tout le temps. À 14 mètres, je ne vais pas les toucher tous les 2 jours, quoi, hein. C'est bon, vous attendez quand ça tombe, ils sont plus bons. Donc je ne vois pas l'intérêt de les... Il faut être honnête, hein. Tous ceux qui taillent les arbres et les greffes ne sont pas des idiots, quoi, hein. L'aziminier, je me fais tout le temps taper sur les doigts. On me dit pourquoi tu payes 35 € un arbre de merde, tu le pousses. Bah ouais, ça va, je suis pas fou, j'ai 50 ans, moi j'ai plus envie de monter à 30 mètres de haut, quoi. Voilà, autre question? Monsieur? Sur les chats. Ah, monsieur. Vous avez des bulots. Ouais, non, mais quand vous êtes. Ouais, je sais. Non, mais là, ouais. Alors, vous faites. Ouais, non, mais on a des problèmes avec les mulots, ouais. Avec les mulots, je mets un piège à mulots. On a un article sur le BDP Alsace, vous avez un article qui vous explique comment gérer les mulots. Alors, vous avez le tourteau de ricin. Tourteau de ricin qui tue les mulots, ça marche vraiment bien, mais ça tue autre chose aussi que les mulots, donc pas les enfants, pas d'enfants, pas de bétail au même moment, quoi. Il faut vraiment l'enterrer profond. Nous, on va essayer une technique, en fait, quand on plante nos arbres, on met un paquet de tourteau de ricin dans un papier type pochette à fruits, donc un peu paraffiné comme ça, qu'on enterre sous l'arbre. Donc quand le mulot il vient, il va préférer le ricin parce qu'il est tout près, quoi, au truc, et lui il claque. C'est sa mort, quoi. Donc on enterre on va dire des petits contenants de ricin. On ne sait pas encore ce que ça vaut, mais on essaye, quoi. Parce qu'on a des champs avec des éleveurs, des arboriculteurs, et il faut faire cohabiter le tout. Donc il y a le tourteau de ricin qui marche très très bien, mais faites attention à ne pas avoir des dégâts. Bon, c'est souvent les chiens qui meurent, hein, et peut-être le bétail aussi. Donc faites attention à ce truc-là, c'est extrêmement violent, hein. C'est mortel, c'est pas toxique, c'est mortel le ricin. Donc il faut l'enterrer, vous localisez les trous et vous mettez dedans, hein, et après il claque le mulot, hein. Deuxième technique, c'est les pièges suisses, hein. Donc on a un piège en inox qui est très très bien. Et là vous trouvez aussi sur BDP Alsace un article comment lutter contre le mulot. Et sinon j'ai en cage les petits buissons, hein, parce que j'ai des endroits où je ne peux pas le faire, je ne peux rien faire, pas mettre de pièces parce que j'y suis jamais pour les relever, pas mettre de ricin parce qu'il y a plein d'enfants. Dans ce cas-là, je mets des cages en grillage Galva et je ferme bien, je mets dedans et ça tient. Et le grillage Galva, après quelques années, va partir, quoi. Pas de grillage inox donc, hein. Autre question ? Je propose de lever la séance. Je vous remercie. On se retrouve autour d'un pot. Voilà.